Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics. Et comme nous sommes à la botte de Marvel Studios, on va encore parler d'eux, mais peut-être que ce sera pour en dire un peu plus de bien que lors de notre dernier podcast qui était consacré à Thor, Love and Thunder, qui est toujours en ligne. Écoutez-le, il est bien, mais il est salé. Faites attention quand même à votre tension. Aujourd'hui, du Disney+, par contre, on n'est plus sur les grands, sur le cinéma, mais on est vraiment sur les petits écrans avec cette nouvelle série Miss Marvel qui a achevé sa diffusion récemment et qui a présenté à un grand public la super-héroïne Kamala Khan. Et bien entendu, pour en parler, je ne serai pas seul, je suis toujours très bien accompagné puisque Océane est de retour, encore une fois. Je vois plus ton chat que les miens récemment. C'est certainement faux, sinon Corentin pourrait se poser des questions quand même. Donc ne disons pas ça, en tout cas ne le disons pas dans le micro s'il te plaît. Aurélien Vives, CM chez Panini Comics, et donc complètement à la solde aussi de Marvel. Tu es avec nous, ça va? Non, mais juste à la solde des comics pour Marvel Studios, je suis pas à la solde. Voilà. C'est vrai, très bien, ça va bien. Ouais. Ça fait longtemps que je t'ai pas eu. La dernière fois, ça devait être pour What If, je crois, non? C'était pour What If, effectivement. J'avais pas du tout aimé. Effectivement, donc là, je crois qu'on contrebalance un petit peu la balance karmique, très bien. Et du point de vue de la qualité aussi, pour la balance karmique, on a également le meuble, l'armoire Splinter avec nous, ça va? Ça va, tranquille. Très bien, donc justement, on t'a laissé verser le sel aujourd'hui, je crois qu'on sera un peu plus doux de ton côté aussi avec Miss Marvel. Un petit peu. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Nous ne savons pas, peut-être qu'il va... C'est envisageable. Peut-être qu'il va retourner sa veste, je ne sais pas. Donc, on est là donc pour parler de Miss Marvel, Kamala Khan, personnage créé au final assez récemment. C'était en 2012, je crois qu'elle a été imaginée, ou 2013, et qu'elle a eu une première apparition en 2013, puis sa première série régulière en 2014. Quelle est donc sa particularité? Tout simplement d'être la première héroïne Marvel musulmane à avoir sa propre série solo. C'est pas le premier personnage musulman chez Marvel, mais c'était vraiment le premier à avoir sa propre série. Et c'est un énorme succès depuis plus de 10 ans, avec des millions d'albums de la série, de la première série qui sont vendus, qui était notamment écrite par J. Willow Wilson et dessinée par Adrian Alphona, qui est aussi le co-créateur des Runaways, donc un monsieur qui a vraiment fait beaucoup de bien pour la jeunesse Marvel moderne. Et donc c'était assez naturel en fait de voir, je crois, Marvel Studios se lancer dans l'adaptation de cette héroïne, puisque quand même pendant la Infinity Saga, on peut pas dire non plus que les films, il y avait pas encore de série, mais que les films étaient très représentatifs forcément. Donc, simple transposition d'un processus qui a été fait dans les comics et qui est adapté maintenant pour les petits écrans, puisque Marvel Studios ne fait au final que décliner ce qui a déjà été fait en bande dessinée. Et donc, bien entendu, un personnage qui est introduit dans sa série télé avant de rejoindre le grand écran dans The Marvels. On en parlera bien entendu à la fin. Au début, on va commencer de façon très traditionnelle par la partie sans spoilers, avec le tour de table de nos invités pour nous dire un petit peu ce qu'ils ont pensé de la série. Et je vais commencer par celui qui n'est pas venu depuis longtemps, pour le coup. Aurélien, toi qui as Miss Marvel tatoué, je crois, sur la jambe droite, toi qui d'ailleurs tu veux qu'on t'appelle Miss Marvel aussi, tellement tu es fan du personnage. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de cette série, donc sans spoiler, mais bien entendu, toi, en fait, je crois que tu aimes en tout cas, tu le connais, c'est sûr, vu ton travail aussi et ta passion de lecteur. Est-ce que tu en attendais beaucoup? Est-ce que tu as été surpris quand ça avait été annoncé? Est-ce que tu peux un peu nous dire, voilà, quelles étaient un peu tes attentes et ensuite ce que t'en as pensé? Alors, j'ai pas Kamala Khan tatoué sur le corps. Là, je suis déçu. J'ai Rocket Raccoon, mais par contre, c'est vrai que oui, Kamala, c'est un de mes coups de cœur absolus en 2014. Du coup, c'est un des persos qui m'a énormément marqué en termes même éditoriaux. C'est vrai que j'ai tout de suite défendu au sein de la rédaction. Alors, c'était pas une défense forcément très acharnée parce que tout le monde est tombé très vite d'accord sur la qualité de la série et sur le fait qu'on avait envie de la pousser, etc. Je parle en comics du coup. Parce que ça a bien marché aussi en plus, je crois. Ouais, ça a bien marché. On a eu des problèmes de réimpression ou pas, ou d'albums qui étaient plus disponibles à un moment, je crois. Mais, tout à fait. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a eu le prix de la meilleure série à Angoulême au moment de la sortie du 2e ou 3e tome. Donc oui, non, c'est vrai que c'est une série que j'aime énormément, que j'aime beaucoup parce que en fait Kamala Khan, c'est un peu pour moi l'équivalent de Peter Parker mais remodernisé, c'est-à-dire c'est un personnage adolescent où on peut tous s'identifier.
et quand je dis tous, bah moi je m'identifie aussi à Kamala Khan. Pourtant je suis athée, je suis un mec, j'ai 40 ans, voilà. Mais bah comme elle, je suis geek, j'adore les super-héros, donc voilà, je me retrouve par exemple dans ces aspects-là. J'avais des parents extrêmement protecteurs, donc je me retrouve dans cet aspect-là, etc. Et il y a plein de trucs. Vu que c'est un personnage riche avec plein de facettes, on se retrouve forcément dans certaines de ces facettes, et c'est un personnage extrêmement attachant. Donc je m'attendais à ce que ce soit adapté à un moment ou à un autre, parce que c'est devenu, comme tu dis, un personnage assez culte dans la galaxie Marvel Comics. Après, donc du coup, vu que j'avais adoré les comics, j'avais une attente qui était forcément assez élevée, et qui a en fait été assez rapidement récompensée avec le casting d'Iman Vellani, parce que je trouvais tout de suite qu'elle dégageait un truc instantanément sympathique, et où on avait envie de dire non, on va la protéger de tous les harceleurs sur le web, foutez-lui la paix, elle a l'air trop mignonne et choupie, voilà. Et c'est un truc qu'on retrouve à 100% du coup dans la série télé, cet aspect-là. Au bout de 10 secondes, on adore le perso, je trouve que ça bouge pas du tout tout du long de la série. Donc voilà, les attentes, elles étaient assez élevées. Je trouve, alors globalement j'ai beaucoup aimé la série, j'ai passé vraiment un super moment, j'étais toutes les semaines, j'étais content de me remettre devant, j'ai été globalement très satisfait à certains détails près, et globalement le détail principal que je fais peser sur la série, c'est presque un manque de confiance qu'il peut avoir derrière, dans le sens où ils ont voulu mettre énormément de choses dans ces 6 épisodes, à tel point que il y a des fils narratifs, il y a des éléments narratifs où ils ne prennent pas le temps de les laisser s'installer. Ils préfèrent aller directement au payoff en passant par des raccourcis qui sont parfois assez brutaux. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, on passe un tellement bon moment, on aime tellement les persos que c'était pas la peine de précipiter autant les trucs. Je pense notamment dans la deuxième moitié de la série, on va dire. Il y a énormément de choses où les raccourcis sont hyper dommageables, je trouve, on en reparlera en termes de rythme et tout ça, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça entache un peu, parce que en fait, j'ai plein de choses positives à en dire, et je suis un peu déçu qu'il y ait eu ces problèmes de rythme, ces choix narratifs qui ont été faits. En fait, j'avais envie, ils auraient tous pu être réglés avec une série de 10 épisodes au lieu de 6, où il y a une saison 2 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc globalement très bien, mais voilà. Des petits trucs à en dire. Ok, très très bien. Puis je voyais Splinter qui acquiesçait quand tu disais bonne série et tout ça, donc quelque part c'est presque rassurant aussi, mais je te laisserai la parole après, Yérim, puisque d'abord Océane, tu vas nous faire le même topo exactement. Alors tu vas pas répéter tout ce qu'Aurélien vient de dire, parce que tu vas dire quand même ton avis, effectivement. Alors à toi. Ce qui est intéressant, c'est que Miss Marvel, elle fait quand même partie de cette série de héros qui déboule dans le MCU via Disney+. Donc ça y est, on a cette première génération qui débarque. Donc on a eu Kate Bishop, Moon Knight. On reparle pas de Moon Knight. Désolée, c'est les mots interdits. C'est le Voldemort du MCU, c'est Moon Knight. On va avoir Iron Heart, enfin même le rôle de Dani Ramirez dans Falcon et Winter Soldier aussi, et dont le nom m'échappe tout de suite, alors que je le sais d'habitude, parce que en 2-3 scènes il m'a fait une bonne impression. Joaquin Torres. Voilà. Oui, donc vraiment toute une génération vraiment de jeunes héros qui arrivent, et du coup à la fois c'est un peu frustrant de se dire que eux ne vont passer que par la télé pour leur début avant d'aller au cinéma, et Yelena est un peu la seule exception à ça pour le moment. Alors techniquement, et America. Non, mais Riri Williams aussi sera introduite d'abord dans Black Panther avant d'avoir sa série, tu vois. Donc, mais c'est vrai que tous les autres, t'as raison. Voilà, leur truc principal, ça va être vraiment, sauf America, et même Yelena, elle est revenue dans Hawkeye, tu vois. Mais du coup, j'étais assez intriguée quand même, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on n'a pas assez de héros jeunes, vraiment ados, dans le MCU, alors que c'est quand même une partie de la population en fait qui est pas forcément représentée dans les thématiques, dans les préoccupations, dans les métaphores aussi, parce que tu regardes Peter Parker, ce qu'il vit c'est la puberté, et pareil chez Kamala Khan, ce qu'elle vit c'est aussi un peu la puberté, genre les pouvoirs qui arrivent à des moments pas très concordants, et elle est obligée d'aller se cacher aux toilettes.
voilà, en tant que meuf, on connaît un peu ça, tu vois. Et du coup, j'étais plutôt contente qu'il fasse quand même une série et qu'on ait très vite appris qu'après, elle allait aussi être dans le film The Marvels, donc ça m'a un peu donné confiance. Effectivement, le casting de Iman Vellani m'a aussi beaucoup rassurée, puisque je trouve qu'elle a un visage très expressif où elle va faire passer beaucoup d'émotions, alors certes très primaires, comme la joie ou la tristesse, mais je trouvais qu'elle réussissait à le faire passer ça de manière très simple, et qu'effectivement c'est vraiment une toile où tu peux projeter littéralement tout ce que tu veux, et je trouve ça plutôt chouette, et ça confirme que pour moi, à part 2-3 exceptions récentes, le MCU niveau casting, il se débrouille toujours vraiment très très bien. Et effectivement, en fait, dès le début, j'ai réalisé que au-delà du fait qu'ils aient changé un petit peu ses pouvoirs, bon, ça m'a un petit peu chafouiné, mais c'est aussi le fait que pour moi c'était beaucoup trop court, et que là où par exemple un film, enfin une série comme Hawkeye ou même un film comme Moon Knight, ça aurait pu être un film de 2h30 sans problème. Miss Marvel, ça renoue un petit peu avec la structure d'une série télé. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué depuis WandaVision, qui se justifiait par le fait que ça rendait hommage. Mais je trouve que dans la manière dont la série est écrite, tu peux pas dire que c'est un film de 5 heures. Tu sais, cette formule un peu à la con, que les réalisateurs disent oui, moi, c'est pas une série que je fais, c'est un film divisé en plusieurs parties. Là, c'est une série qui se tient de bout en bout, et je suis d'accord avec Aurélien, pour moi, ça aurait vraiment mérité au moins 2 épisodes supplémentaires. Et on faisait la réflexion récemment avec Manu qui disait, mais est-ce que tu penses pas que 1 ou 2 épisodes supplémentaires auraient nuit à la qualité globale de la série? Et en fait, moi, je pense que pas du tout, parce que t'as tellement de choses effectivement inachevées, trop peu explorées, que t'aurais largement pu faire un truc un peu plus détaillé. Et en soi, un épisode un petit peu filler, mais qui complète très bien les 7 ou 8 autres, pour moi, ça aurait parfaitement pu fonctionner. Et je sais pas si ça vient du fait que la série a été proposée avec 6 épisodes, que c'est Marvel qui a dit on veut du 6 épisodes. Je sais pas comment ça s'est fait exactement, mais j'ai effectivement ressenti un manque, notamment dans la deuxième partie, où tu sens qu'il y a des choses, tout ce qui traite de la partition, où je me suis dit déjà j'apprends des trucs. Donc c'est un peu comme Watchmen et le massacre de Tulsa, où je savais pas grand chose, et du coup ça m'a permis d'aller sur Wikipédia, parce que j'ai réalisé que mon savoir dans ce domaine-là était quasiment nul. Mais il manque le temps. Il manque du temps. Et c'est vachement dommage. Pour moi, c'est vraiment l'épisode 5 qui encapsule tous les problèmes, en fait, que rencontre la série. Et en même temps, j'ai quand même passé un très bon moment devant tout le reste. Même devant le final, alors que les finales dans les films et dans les séries Marvel Studios en général, c'est pas ouf. Même là, j'ai passé un bon moment un peu soulagé à la fin, en me disant jusqu'au bout, ils ont tenu dans leur thème, dans leur personnage, dans l'émotion et tout ça. Et j'ai vraiment passé un excellent moment devant, et c'est probablement ma série préférée du MCU depuis Loki. Donc ça fait quand même 1 an que j'avais pas autant kiffé une série et du MCU, et ça m'a un peu redonné confiance en la suite. Donc très bonne surprise, malgré les mêmes défauts qu'a pointé Aurélien. D'accord, ouais. Donc meilleure série depuis Loki et WandaVision, tandis que d'autres ont apprécié Hawkeye, je crois, à cette table. Donc quand même, on ne les regardera pas, on ne les nommera pas. Et bien, alors, mais t'es en train de me regarder, donc je vais quand même faire une mini parenthèse pour dire que même en ayant apprécié Hawkeye, c'est que Miss Marvel est quand même ma série préférée depuis WandaVision et Loki également. Voilà, on fera pas de pub pour tes classements sur Twitter, Aurélien, quand même, qui sont un peu honteux. Eisner Awards du pire classement des séries du MCU, je crois. C'est le moment où je t'insulte du podcast. Bah oui, tu m'avais pas encore, ça fait 20 minutes et tu m'as toujours pas insulté, donc faut un peu, quand même, voilà, faut pas perdre des bonnes habitudes. Mais avant de m'insulter, on va passer la parole à Splinter, qui sera peut-être moins enthousiaste, ou peut-être pas, je ne sais pas. Ouais, bah. En gros, moi la série elle m'a pas dérangé ou quoi. C'est déjà une formulation, tu vois. C'est pas qu'elle t'a plu, c'est qu'elle m'a pas dérangé. Non mais en gros je dis ça dans le sens où c'est à peu près ce que j'imaginais vu de loin, dans le sens où je l'ai plus pris comme une espèce de chronique d'une post-ado, quoi, tu vois, comme il en existe plein, que ce soit dans le ciné US ou dans les séries ou même en bouquin d'ailleurs. Et je trouve qu'ils tiennent à peu près ce cadre-là. Le reste, alors moi j'ai pas ce truc d'être frustré par le manque d'épisodes, mais c'est plus parce que en fait, sans spoiler, on va dire le background de ce personnage et de ses antagonistes ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire vraiment
les antagonistes de cette série, je m'en fous, leur but, tout, enfin, ils m'intéressent pas, quoi. À la limite, je crois que mes épisodes préférés, c'est peut-être les 2 premiers, parce que c'est juste la vie d'une jeune meuf américaine avec ses problèmes de son âge, ses problèmes, ses questionnements sur son identité, etc., ses dilemmes familiaux. Et en fait, je trouve ça mieux géré et plus intéressant que ses aventures en tant que super-héroïne. Après, en point positif, pareil, je la trouve super bien castée. Ce qui est cool, c'est que, alors je sais pas si ça a joué sur le choix de la comédienne, mais le fait que le personnage soit une sorte de super fan et qu'en fait l'actrice aussi full premier degré, c'est peut-être l'interprète du MCU qui connaît le plus sur le bout des doigts absolument tout, quoi. Enfin, c'est faut savoir qu'elle a été castée parce qu'elle avait fait des vidéos sur Instagram, quelque chose comme ça, et que ça a été envoyé par sa famille, je crois, à la prod. D'accord, en fait. ok. C'est comme ça qu'elle a été choisie. Bah, en gros, voilà, je trouve que ça sent, et ça, pour le coup, c'est assez communicatif, c'est-à-dire que c'est un peu comme, je sais pas moi, en fait, c'est un peu comme Rose dans Star Wars, tu vois, mais qui serait pas dans un film de merde. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que il y a un côté communicatif dans le côté ultra sympa et fan de sa propre mythologie. Ouais. Donc ça, voilà, je trouve que elle tient vraiment la série sur ses épaules. Après, le reste, c'est plus ce qui m'intéresse pas, en fait, c'est plus le côté déjà vu. C'est-à-dire que, je sais pas, attends, on est en 2022. Je pense qu'il y a plus de 20 ans, j'ai dû voir un film qui s'appelait Joue-la comme Beckham et un autre qui s'appelait Fish and Chips sur la communauté indo-pakistanaise. Alors, c'était en Angleterre, c'était les Britanniques qui faisaient beaucoup ça. C'est quand même traité exactement de la même façon. C'est les mêmes rapports aux darons, c'est le même rapport à la religion. Le traitement est vraiment, vraiment pareil. Et pour le reste, c'est, je sais pas, enfin, j'ai déjà vu Phantom Edge, j'ai déjà vu Les Incroyables Pouvoirs d'Alex, donc voilà, voir une meuf qui a ce genre de pouvoir, bon, c'est cool, mais je trouve qu'il s'amuse pas beaucoup avec. Alors après, bon, ce sera en partie spoiler, mais il y a un truc autour de ses pouvoirs où tu dis, ah, d'accord, en fait, c'est ça, ok. Où je me suis dit, ouais, ils auraient pu l'assumer depuis le début, je sais pas bien pourquoi ils l'ont pas fait. Ouais. Et après, par contre, c'est à peu près ce que j'avais dit, je sais plus sur quel podcast, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, moi, ça m'intéresse pas, mais après, c'est toujours très jouissif de voir des gens qui sont juste outrés parce que c'est une jeune meuf musulmane, alors que clairement, ça reste une série Disney Marvel, tu vois, c'est pas non plus un brûlot, anti-Quinry et tout. Il y a cette thématique qui est distillée, mais limite, t'as l'impression que ça tient à un seul personnage raciste, qui en plus s'en défend pendant tout le truc. C'est juste, t'as l'impression que c'est comme une keuf aux méthodes trop expéditives, quoi, tu vois, mais ils vont pas spécialement plus loin, même s'ils se font plaisir quand même avec quelques répliques. Quand ils disent, ouais, maintenant, surveiller toutes les mosquées, t'as un mec qui fait, bon, enfin, le FBI les surveille déjà toutes et tout. Ouais, des fois, ils mettent des petits taquets et tout qui font plaisir. Après, c'est le même niveau d'engagement politique que sur un Falcon. Ouais, voilà. C'est que ça dit certaines choses, mais sera jamais fruit de PlayStation ou ce genre de choses là. Voilà. Mais du coup, c'est d'autant plus drôle de voir des gens qui ont l'air vraiment terrifiés par l'existence de ce personnage, alors que franchement, tout va bien, tu vois, mais bon, enfin, je pense que ça en dit plus long sur les gens qui ont ces problèmes juste par principe avec la série que sur la série elle-même, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est ça. J'aime plutôt bien les persos secondaires, même si il y en a un qui devient très vite un cliché sur pattes, enfin, qui est juste son meilleur pote friendzone geek, quoi. Donc tu dis, bon, là, c'est pareil, enfin, c'est un truc que t'as déjà vu. En plus, toi, t'as la théorie qu'en fait, c'est un gay refoulé. Non, mais disons que ça, non, c'était pas ça, mais que clairement il y avait tout, enfin pour moi dans la caractérisation, l'écriture, qu'effectivement qu'on était à 2 doigts du trope du meilleur ami gay, quoi. Ok. Parce que je le vois jamais, en fait je le vois vraiment pas avoir de relation romantique avec Kamala. Moi c'est un autre personnage de la série qui me semble un petit peu plus comme ça. Hein. Ouais. Bah, on en reparle en spoiler après pour savoir vos pronostics, quoi. Mais ouais, tout ça de toute façon, il y a des formulations d'écriture par contre qui sont très dans les clichés de la série adolescente, quoi. Mais je pense, mais encore une fois, comme vu que c'est la formule Marvel Studios, c'est-à-dire quand Marvel Studios, que ce soit en film ou en série, dit voilà, bah là par exemple, on va faire un film de casse pour Ant-Man, en fait ça dessine juste un cadre très très vague et eux après ils remplissent avec leurs super-héros, leur humour, etc. Là c'est un peu ça avec
la vie d'ado, en gros, tu vois, c'est un peu, enfin, de post-ado plutôt. Donc il y a ça, et ce qui m'a déçu pour le coup, c'est que le premier épisode et un peu le deuxième, il y a vachement il s'amuse beaucoup avec les visuels, ouais, en faisant des incrustes animés, etc. Et je m'attendais vraiment à ce que toute la série soit comme ça, et en fait, ça s'arrête dès le deuxième et ça reprend au dernier. Et c'est un peu dommage parce que ça, visuellement, c'est cool. Enfin, c'est rare en fait qu'une série du MCU se démarque. C'est déjà rare qu'un film se démarque. Mais alors dans leur série, vu que c'est sous-budgété, c'est encore plus dur. Je sais pas si c'est sous-budgété que c'est sous-utilisé par rapport au budget. Peut-être que c'est ça aussi. C'est les deux. Ouais. Ouais. et là, du coup, je trouve, en plus, ça se voit que c'est pas un truc qui coûte très cher, tu vois, de faire ça. Et je sais pas pourquoi ils abandonnent complètement ce truc-là. Ah, parce que c'est Bilal Farah et Adil El Arbi qui ont eu la bonne idée. Puis et après, ils se parlent pas entre réalisateurs. Ça, c'est dommage parce que je trouvais que c'était vraiment, ça rendait le truc léger dans le bon sens du terme. Et en même temps, je trouve que ce type d'incrustation, si t'en parlais dans les épisodes sur la partition, ça aurait peut-être fait un petit peu mauvais goût parce qu'on parle quand même de choses très graves. Très graves et tout. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, la série a vraiment deux parties distinctes et je pense que chacune de ces parties-là aurait gagné à avoir un épisode en plus. Mais c'est vrai que tu parles pas de la partition avec des trucs emoji, machin, de la même manière que tu parles de ces crushs, tu vois. Vu que c'est du flashback, tu aurais en train de me dire que là, ça se justifierait même d'un point de vue narratif de pas en mettre, vu que c'est dans une autre époque temporelle. T'as comme les scènes sur la gare avec toutes les familles et tout, tu vas pas aller mettre des... Et du coup, je me dis, bon, je peux comprendre le fait qu'il se soit dit, on va peut-être pas non plus forcer de ouf dans les scènes où t'es censé être concentré sur l'émotion et non pas sur les gimmicks visuels autour, tu vois. Je peux comprendre. Continue. Non, mais je crois que c'est tout. Après, sinon sur le reste du cast, T'as lu les comics toi ou pas un peu? T'as lu? Non, franchement, quand les rares trucs que j'ai lus, en fait, elle était en équipe, tu vois, mais c'était pas sa propre histoire. Okay. Donc non, je suis pas du tout un expert de ce perso en comics. Alors oui, je suis au courant du changement de pouvoir qu'ils lui ont fait. Mais après, en fait, j'ai pas d'attachement vénère au personnage, vraiment à l'essence du perso dans les comics. Donc ça m'a pas. Je me suis dit bon, c'est dommage parce que visuellement c'est moins riche que ce que ça pourrait être. Et pareil, c'est cette espèce de truc. Bon, ça, de toute façon, on le voit dans tous les trailers, c'est pas un spoil, mais enfin, cette espèce de gimmick de faire apparaître des trucs semi-transparents qui brillent. Je trouve ça assez paresseux en fait. Mais moi c'est pas en comparaison au comics, c'est juste comme ça visuellement, je trouve pas ça fou en fait. C'est plus ça mon problème. Et après si je trouve que l'actrice qui fait sa mère est bien castée aussi, parce que tu sais elle a le côté comment dire, enfin tu sens que vraiment elle kiffe ses gosses et tout, mais quand même temps elle est vachement tiraillée et très flippée en fait, surtout. Qui est c'est un trope hein, évidemment d'avoir une figure maternelle comme ça, mais je trouvais que justement ça faisait pas ça aurait pu sombrer vraiment dans le cliché absolu, et ça va, je trouve que c'est par petites touches. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est vraiment la patte des showrunners ou si dès le départ ils savaient que il fallait vraiment doser et pas justement essayer d'en faire des caisses, parce que sinon tu prends le risque vraiment d'être à côté de la plaque, quoi, parce que pour le coup t'es quand même dans un cadre Disney Marvel, donc tu fais pas non plus tout ce que tu veux. Et donc voilà, c'est-à-dire c'est un truc qui fondamentalement m'intéresse pas, mais je trouve pas mauvais. En gros c'est ça. D'accord, mais qui t'intéresse quand même pas non plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, c'est le moment où faut que tu me dises, et toi Arnaud, t'en as pensé quoi, vu que Corentin est pas là pour faire la blague. Et toi Arnaud, t'en as pensé quoi? Ça me fait vraiment plaisir que tu me poses la question, Yerim. Donc moi je connais le personnage, j'aime beaucoup vraiment la première série de Willow Wilson, j'aimais bien ce qu'a fait Saladin Ahmed en reprenant le personnage par après, même si je trouve que c'est moins bien, mais c'est toujours en tout cas une héroïne aussi qui a eu des artistes intéressants et qui permettent d'avoir à la fois une bonne illustration de ses pouvoirs et même une patte graphique qui est souvent un peu typée vers l'animation et tout ça, enfin quelque chose d'assez jeune et d'assez frais qui participe en fait au fait que ça reste le personnage le plus populaire créé récemment avec Miles Morales en fait, hein, pour moi. Enfin, c'est vrai que Hossein, tu parlais de Peter Parker avant. Moi, je trouve que c'est vraiment la déclinaison limite au féminin d'un Miles Morales en fait, et que ça explique peut-être pourquoi les deux sont aujourd'hui ultra populaires, plébiscités, que ce soit avec une série d'animation aussi, parce qu'elle a eu
Aurélien, aide-moi, les trucs d'animé. Ouais, tu l'as pas non plus, putain. C'est horrible, les trous de mémoire en direct, c'est vraiment insupportable, quoi. Mais en tout cas, c'était quand même la narratrice et l'héroïne principale du jeu Marvel's Avengers, qui est sorti alors que le jeu est pas... Marvel Rising, le truc d'animation. Merci. Voilà. Donc, il y avait Marvel Rising en animation, il y a le jeu Marvel's Avengers. Donc voilà, c'est vraiment des personnages sur lesquels on sent que Marvel Studios et que Marvel de façon générale a envie de dire quelque chose quand même avec ses persos, à la fois parce qu'ils sont cool, tout simplement. Enfin, là, pour moi, ça, c'est un présent de vérité générale, mais aussi parce que, ils ont envie de moderniser leur roster de héros, en fait, simplement, et de dire, effectivement, on parle quand même à des publics qui emmènent qui vont voir les films souvent avec leurs gamins. Peut-être qu'à un moment, effectivement, t'as envie d'avoir des héros qui sont un peu plus gamins aussi, et pour avoir d'autres rôles modèles que Tony Stark et Doctor Strange, quoi, parce que ça, à la longue, ça peut être un peu fatigant. Ceci étant dit, je sais même pas si j'avais énormément d'attentes par rapport à la série, parce qu'on voyait effectivement dès les trailers qu'il y avait une modification importante, pour moi elle est vraiment importante des pouvoirs, et ça me frustrait un peu parce qu'effectivement je trouve aussi que le côté cristal violet qui brille, c'est pas très inventif en fait. Je crois qu'on le voit dans plein de trucs et même pas forcément des choses de super-héros, mais effectivement je partais aussi quand même avec un a priori relativement positif parce que j'apprécie le personnage et que l'actrice me semblait bien. Du coup, je vous rejoins sur le fait qu'elle porte la série sur les épaules. Par contre, je la trouve pas non plus exceptionnelle en tant que, dans son jeu, parce que je trouve que, je sais pas, il y a un truc, peut-être que c'est juste moi qui suis trop vieux aussi pour ces trucs-là, ou pour les tonalités un peu légères de trucs d'adolescent, mais je trouve vraiment qu'à plein de moments, elle joue pas bien la surprise ou les émotions, que parfois même elle se retient limite de sourire parce qu'elle est contente d'être là, tu vois. Mais moi, ça m'a sorti quand même pas mal de la série à plusieurs moments là-dessus. J'ai eu aussi pas mal de problèmes avec plusieurs des seconds rôles masculins, notamment Cameron, je trouve insupportable. Donc Risha, mais même celui qui fait Red Dagger, je le trouve par contre lui limite out of character. Enfin, je les ai vraiment trouvés, mais même toute cette partie-là en fait, on en reparlera en spoiler après, mais je les ai trouvés complètement un peu à côté de la plaque, alors que justement effectivement je te rejoins là-dessus, Yerim, j'aimais bien les 2 premiers épisodes dans ce côté slice of life d'adolescente, et effectivement d'avoir le sentiment aussi même que culturellement en fait il y a des références ou des coutumes, des choses comme ça en fait que je connais pas, sur lesquels en fait je butais parce que c'est pas ma culture en fait, et ça j'aimais bien en fait parce que je me dis c'est cool parce que si ça me parle pas à moi, ça va forcément parler par contre à d'autres personnes, à un autre type de public, et c'est bien en fait de voir des séries, des productions qui sont qui ciblent aussi juste d'autres personnes que le mal lambda que je représente dans le public des amateurs de comics, quoi. Et par contre je suis aussi d'accord avec toi, Yerim, sur le fait qu'il y a tout un pan de background en fait sur une partie des personnages. J'ai pas compris en fait, on en reparlera, mais j'ai vraiment pas compris pourquoi ils voulaient faire ça plutôt que de se référer plus aux comics en fait, parce que de la même façon qu'ils occultent une partie de ses pouvoirs, il y a tout un autre type de vilain qu'elle doit affronter en fait, qui reste intéressant et qui fait un peu plus comic book, alors que là on restait quelque chose au final d'assez sage, surtout que même sur la fin on se retrouve quand même aussi avec un combat du vilain, il a les pouvoirs, c'est les mêmes que l'héroïne en fait, donc et ça fait mais après ça fait partie des trucs, mais quand justement qu'à force de le reprocher tout le temps en fait à Marvel Studios, tu dis à la fin mais on a compris qu'ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Donc je garde un sentiment positif parce que effectivement ce que font Bilal et Harbi au début, c'est cool, le côté des dessins qui s'incrustent et tout ça. Je trouvais même que, je sais pas si l'épisode 5 les décors sont naturels ou pas, mais en tout cas je trouvais ça que c'était pour le coup bien foutu, parce qu'il y a toute une partie on va dire qui se passe même quand ils voyagent au Pakistan, j'imagine qu'ils sont vraiment allés tourner là-bas, ou peut-être, je sais pas si vous êtes au courant pour les j'en sais rien, mais en tout cas ça sonne mais comme étant vrai, quoi. Ça sonne vrai, tu vois. Donc là-dessus par contre j'étais vraiment genre content parce que t'as une vraie impression de voyager et de dépaysement, quoi. Donc un bilan au sortir plutôt positif, et je crois que le bilan est donc assez positif dans l'ensemble, et je me note juste le timecode pour pouvoir basculer dans la partie spoiler. Alors par quoi est-ce qu'on commence dans la partie spoiler, Océane? Moi, je parlerais peut-être bien de ses pouvoirs, de ses origines. Donc le truc qui fâche, qui fâche vraiment. On y va. Parce que moi, je t'ai fâché vraiment quand même au début. Ouais, je suis pas. En fait, le problème, c'est que chaque épisode de la série te vend que ses pouvoirs viennent d'un moyen ou d'un autre.
on te dit, ok, il y a les bracelets. En fait, non, les bracelets, ils ont juste activé un truc, c'est quelque chose qui est en toi. En fait, non, t'es une djinn parce que tu es le produit de 2 univers. Et ensuite, en fait, non, tu es Redacted. Bon, on est en partie spoiler, voilà. c'est vrai qu'on en parle sur la fin pour dire vers où ça nous mène, quoi, peut-être. Et ensuite, mais en fait, tes gènes, ils ont muté et tout ça. Et en fait, t'as l'impression qu'au fur et à mesure de la série, ils te vendent une fausse piste à chaque épisode, et c'est quand même un petit peu redondant. Je peux comprendre qu'au début, ils se disent, tiens, on part sur l'idée que ces bracelets lui filent un truc, ok. Mais ensuite, il y a tellement de plot twists sur d'où elle vient, d'où ça vient, machin et tout, qu'en fait, à la fin, t'es juste en mode... ah ok, encore un changement. Et je trouve que la meilleure réaction en fait c'est la scène qui dit je veux juste pas d'une nouvelle étiquette, et t'es en mode ouais en fait t'en as eu trop en 6 épisodes, donc à un moment donné c'est un petit peu saoulant. Mettez-vous d'accord sur un truc et après allez-y 150 sur l'autoroute, y a pas de problème, quitte à changer ou quoi, mais juste assumer au lieu de nous balader à droite à gauche. Moi ça m'a un petit peu saoulé parce que du coup c'est très difficile aussi d'avoir de l'empathie pour quelqu'un dont tu ne sais pas d'où elle vient, parce qu'à chaque fois ça change. Et j'en avais parlé à Manu, je lui disais, pour moi c'est clairement Rey Skywalker. Quelle horreur d'avoir dit Skywalker, bref. C'est clairement Rey Palpatine, encore pire, mais c'est clairement Rey qui devient ensuite Rey machin bidule, et en fait c'est une nobody, mais en fait non, et en fait c'est encore ce problème chez Disney que tes pouvoirs c'est un truc qui se passe de génération en génération. Et en fait, tu vois ça aussi dans tous leurs live action, tu vois ça dans énormément de trucs, c'est un héros ou une héroïne ne peut pas fonctionner de manière juste en tant que soi. Il faut forcément qu'il y ait un background des parents ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents, et à un moment donné, assumer juste que parfois il y a des gens comme Peter Parker, il se fait juste mordre. Alors ok, lui, c'est son exemple, c'est ses parents qui étaient soi-disant dans le Shield, machin, et tout ça, mais il était juste là en fait, au mauvais endroit au mauvais moment, et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à ce schéma de mauvais endroit mauvais moment, mais c'est pas non plus obligé que sur 40 générations avant toi il soit passé un truc, quoi. Surtout qu'en plus par rapport au terme de mutation, techniquement c'est ça, quoi. Ça permet le fait d'aborder ce terme permet à la limite en conclusion de revenir sur quelque chose qui relève purement du hasard. Mais c'est vrai qu'on t'a tellement vendu le truc avant, et puis moi j'ai jamais compris comment ça fonctionnait en fait au final à force, est-ce que c'était le bracelet ou pas, tout ça, avec tous ces éléments qui se rajoutent, tu dis d'accord, mais du coup le Nour là c'est quoi en fait concrètement, tu vois, c'est qu'est-ce que ça représente tout ça, mais c'est la force. Non, mais ouais, c'est Aurélien. En fait, pour moi, ça m'a pas, c'est pas ça qui m'a gêné. Évidemment, il y a un truc qui me gêne sur le changement des pouvoirs, parce que pour ceux qui connaissent pas les comics, les pouvoirs de Kamala dans les comics, c'est des pouvoirs de métamorphe, en fait. Elle peut changer, même d'apparence, mais surtout de taille et de forme. Parce que au début même elle ressemble à Carol Danvers dans les comics. Ouais, pour voir, parce qu'elle pense qu'il n'y a que des personnes comme Carol Danvers qui peuvent avoir des pouvoirs, être des super héroïnes, et qu'elle en tant que, après c'est dit aussi dans la série, en tant que jeune meuf brown girl, elle ne peut pas être une super héroïne, donc ça aussi c'était intéressant. Mais et en fait il y a un peu le côté mauvais endroit au mauvais moment, parce que dans les comics c'est on va essayer de faire court et pas trop deep cut, mais il y a un nuage de poudre machin terrigène, des inhumains en fait, parce qu'il s'est passé des trucs, on s'en fout, qui passe sur le New Jersey et qui en fait déclenche chez elle l'apparition de pouvoir, parce que il y a dans ses ancêtres des inhumains. Donc par contre là-dessus, Océane, il y a quand même l'idée que elle est descendante, il y a quand même un truc de arrière-grands-parents. C'est un mix des deux, tu vois, mais il y a un mix des deux. Il y a un mix des deux. Et alors, ce qui était très bien trouvé dans ces pouvoirs des comics, c'est que c'était des pouvoirs qui la rendaient, pas belle, en fait, parce que elle avait des grosses mains, par exemple, quand elle tapait sur les gens, parfois elle avait du mal à les contrôler, etc. Donc ça lui faisait des modifications physiques. C'est bon, on a tous compris du coup la métaphore sur l'adolescence, notre corps qui change, etc. Tout ça. Donc c'était une excellente idée à ce niveau-là. C'est vrai que le changer du coup pour la série, c'est un poil problématique dans le sens où du coup on s'éloigne de cette métaphore et tout ça. Par contre, le fait de le déclencher par les pouvoirs du bracelet, pour moi c'est une assez bonne idée, parce qu'il y a un côté, c'est l'héritage familial, c'est les secrets dans le placard, littéralement, vu qu'elle trouve ça dans une boîte au fond dans le grenier. Donc, il y a un côté là-dessus qui, en plus, est pour le coup métaphorique. On voit que
au fur et à mesure de sa quête pour déterminer quels sont ses pouvoirs, elle détermine aussi quelle est son histoire familiale et du coup pourquoi ses parents ont immigré, d'où ça vient, etc. Tout ça. Et du coup, je trouve que on échange une métaphore pour une autre qui est plutôt pas mal. Après, ouais, il y a une espèce de découverte progressive qui donne l'impression parfois de twist sur twist. Moi, je l'ai pas perçu comme ça parce qu'en fait, grosso modo, c'est bon, elle a ses bracelets qui déclenchent un truc en elle parce qu'elle a un héritage familial qui est d'immigrés pour le coup d'une autre dimension qui est la dimension nour, lumineuse, machin. Ouais, mais le truc, tu vois, c'est qu'au final, cet héritage de métissage, machin, techniquement, n'a plus rien à voir, en fait, parce que c'est pas à cause de ça. C'est une mutante. Ouais, mais en fait, t'as l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises, c'est qu'à la fois, tout du long, il fallait qu'ils développent effectivement leur truc sur les bracelets, le côté générationnel. En même temps, à la fin, il fallait revenir dans les clous avec Ken Feige qui te dit, tu places le mot mutation et j'impose qu'on mette le générique du dessin animé X-Men 90, quoi. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a imposé. Il a dit en interview, c'était lui, ouais. D'accord. Sacré Kevin. Voilà. Il est arrivé dans la salle de montage, il a fait « Oh, les gars, réécrivez-moi cette ligne de dialogue, je veux le mot mutation et cette musique. » Mais Kevin, t'es chiant, on était parti sur les... C'est une espèce de... c'est presque un renvoi à un film qui a plus de 10 ans, parce qu'en fait... C'est même pas le film, c'est la série d'animation. Non, je parle pas du générique, je veux dire que enfin ils disent le mot mutation, parce que dès que le service qui leur court après pendant toute la série, je sais plus. Damage Control. Ouais, le service Damage Control la décrivent direct en disant elle est enhanced. Ouais, et enhanced, c'est effectivement ce qu'ils disaient de Quicksilver et Wanda. Pietro, Et tu sais, putain, ouais, enfin, ils ont fait un renvoi ultra vénère de ça pour ensuite dire bon maintenant, évidemment, entre-temps, ils ont les droits sur tous les mutants du monde de Marvel, quoi, les X-Men et toute la galaxie qui tourne autour d'eux. Et tu dis, du coup, maintenant, ouais, c'est bon, c'est validé, on peut dire le terme et tout. Mais oui, ça sonne très collé de force sur l'histoire d'une meuf qui, en fait, jusqu'ici, semblait très, très éloignée de tout ça. Mais après, bon, j'imagine que oui, c'est juste son master plan pour ensuite essayer d'incruster les autres, peut-être. Puis c'est vrai que techniquement la productrice de la série, les productrices exécutives, Sana Amanat, qui est aussi l'éditrice qui a participé à la co-création du personnage, explique que lors de leur première discussion avec J. Willow Wilson, ils voulaient en fait faire de Kamala Khan une mutante. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'à l'époque, ils voulaient quand même plus pousser la marque Inhumain aussi parce que Marvel Studios avait des projets Inhumains à l'époque, quoi. Et finalement, maintenant il y en a plus, donc ils ont toujours des projets Inhumains techniquement. Ah non, vu la gueule de la série Z, je pense que... Non, mais je veux dire l'adjectif, quoi. Ah oui. T'es con. Et qu'est-ce que... tu m'as coupé avec tes conneries. Mais voilà, mais du coup, t'as un peu cette forme de narrative qui serait qu'ils rattrapent en fait en série télé ce qu'ils voulaient faire dans les comics d'abord, mais et puis mais moi, je trouve pas que ce soit très honnête parce que... Ouais, mais surtout, c'est pas très gênant. Je veux dire, de toute façon, les Inhumains, c'est inadaptable du coup vu les problèmes avec la série. Ah oui, je pense que Feige veut plus en entendre parler. Ouais, voilà. Très il est revenu avec Black Bolt pour le tuer de la pire manière que soit, parce que le message est passé. Mais du coup, en faire une mutante, pour moi, il y a pas de souci là-dessus. C'est pas du tout incompatible avec le personnage de Kamala Khan, quoi. Non, c'est pas incompatible parce que de toute façon la métaphore sur la différence permet que de toute façon tu l'avais déjà avec, mais justement elle l'avait déjà juste avec son ethnie et sa religion, en fait elle avait déjà ses marques. Oui, mais le cumul, on va dire, est pas non plus étranger à la licence X-Men avec des personnages comme Magneto, hein, typiquement pour aller au plus simple, hein, ou même Kitty Pryde, ou voilà. Donc moi ça me pour le coup ça me pose pas de problème. C'est vrai qu'on perd par contre le côté un peu difforme de ses pouvoirs. C'est vrai que le côté cristal lumineux et tout ça. Bon, après clairement il y a une volonté aussi de faire un lien avec on va dire la manière dont les pouvoirs de Captain Marvel se manifestent pour jouer sur la filiation entre les deux personnages. Je pense aussi, mais c'est une filiation de fans, c'est pas une vraie filiation, tu vois. Je pense que ça vient aussi peut-être un peu de là, le côté cristal lumineux, mais pour le coup, je suis pas méga convaincu, de l'intérêt de le faire.
Voilà. Non, puis même sans, enfin, je trouve que tu t'amuses moins en fait avec ce qu'elle peut faire. Enfin, ces plateformes quand elle saute juste pour s'échapper, et tout ça, ou son bouclier. Alors, mais par contre là-dessus, j'ai lu que justement ils avaient eu une idée qui était assez chouette et peut-être même pas assez marquée dans l'aspect visuel de la série. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment montrer que elle réappliquait ce qu'elle connaissait en tant que gameuse dans l'utilisation de ses pouvoirs, de faire des plateformes, des trucs comme ça, etc. Ouais, comme une Green Lantern, quoi. Qui matérialise aussi ces trucs par rapport à son imaginaire, en fait. Ouais, voilà. Et que là, vu qu'elle parce qu'en plus d'être fan de super-héros, elle joue aux jeux vidéo, etc. C'est pas America aussi qui se déplace comme ça. Ou alors non, America fait des portails pour se déplacer. Ouais, mais donc Doctor Strange, t'as pas un jeu de plateforme, enfin je sais plus. Peut-être dans le début, mais c'est peut-être Doctor Strange qui crée le truc, je sais plus, mais. Ouais, je vois la scène et je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, là, ils voulaient jouer vraiment sur le côté jeu vidéo, on va dire. Ouais, mais ils auraient pu mettre la musique de Super Mario, alors. Je sais pas. Mais... ouais, mais du coup, ça c'est pareil parce que ça, du coup, c'est un peu une frustration parce que si c'était ça l'intention, ils s'amusent pas assez en fait. Tout à fait. C'était une très bonne idée qui est pas assez mise en avant. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que sur l'utilisation même des pouvoirs et la manière de les représenter dans l'épisode 5, il y a un truc que j'aime bien, c'est le moment où ça y est, elle a le costume et où on la voit traverser la ville, ce moment où elle s'arrête au feu. Pour en attendant que le feu repasse au vert alors qu'en plus elle est en hauteur, etc. Tout ça en plus ça fait un callback au premier épisode où on la voit passer le permis. Donc il y a des petits trucs comme ça où ils s'amusent bien et où c'est marrant, mais c'est vrai j'aurais vraiment aimé que ils aillent à fond sur le côté ludique de l'utilisation des pouvoirs. En fait, quitte à les changer. Enfin, pour prendre une ref, même si évidemment je m'attends pas à cette qualité-là pour une série Marvel sur Disney+, mais si c'était ça qu'ils voulaient faire, en fait, pour moi, limite, il fallait une réal à la Scott Pilgrim, quoi, tu vois. Et là, tu gardes totalement l'esprit du perso qui est une grosse geek, hein, clairement, et qui s'amuse même pendant ses aventures, pendant ses propres aventures, quoi, tu vois, qui est elle-même spectatrice de sa propre histoire et tout. Et après, pour revenir juste sur le côté mutation qui pop comme ça à la fin, moi je trouve pas que c'est contre nature en fait par rapport à la version du perso. Non mais par rapport à la version du perso qu'on te présente dans la série. Non, forcément nous on pense à d'autres trucs quand tu dis contre nature. Quoi? T'avais une nanote de la Manif pour tous qui disait l'homosexualité c'est contre nature. Ah non, j'ai pas la ref. Donc c'est bien, en plus avec les X-Men et tout. D'accord, ok. Et donc la vie des républicains maintenant. Exactement. Génération Z, hein. Mais merci. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que ce soit un contresens en gros par rapport à tout ce qu'on a installé sur le perso. C'est juste que ça fait vachement plaquer en fait. C'est la manière. C'est en plus avec limite, enfin pas un ralenti, mais l'espèce de petite musique qui se coupe et Bruno qui fait. It's like you're mutated. T'es genre tin. Et tu vois, t'as vachement ce truc. C'est pour ça que la réaction de Kamala, en fait, c'est quand même très drôle parce que c'est, elle s'en branle, ouais. Elle s'en branle, en fait. Ok, bon, ça ou autre chose, tranquille, quoi, tu vois. Cool story, bro. Et c'est vrai que ça fait plaquer aussi parce qu'ils sont là en train de parler de la voiture et il fait au fait j'ai un truc super important à te dire. C'est vrai que ça fait plaquer, c'est vrai. Et à l'inverse, pour le coup, alors c'est pas du tout en lien avec le côté super héroïque, c'est plus en lien avec plus l'identité. Je trouve qu'en fait sa pote Nakia limite donne les clés de la série en fait presque trop vite, c'est-à-dire que je trouve qu'elle a un speech parfait, tu sais, dans la scène où elles sont au chiottes et tout, dès le premier épisode. Et en fait, quand c'est juste, elle explique pourquoi elle a choisi de porter le voile. Et en fait, elle dit déjà tout. Enfin, tu vois, tout vraiment, c'est vraiment bien écrit pour le coup. Et après, enfin, moi, du coup, ça me donne l'impression que ils ont déjà fini le jeu en fait. Et après, tout le côté, par exemple, l'espèce d'affrontement final qui en est pas un. Quand le mec se met à lui dire ouais mais ils nous accepteront jamais et tout, t'as dit en fait elle a déjà résolu ce problème là, tu vois, elle est plus dans ce questionnement. C'est juste ça que je trouve qui est un peu foireux mais bon qui est normal parce que c'est un autre personnage qui lui-même est un peu une pièce rapportée. Et puis c'est à elle aussi de propager la bonne parole en fait. Ouais, c'est un peu ça. Donc moi ça me dérange pas parce que c'est bien aussi de elle l'avoir en doute, de voir que elle aussi finalement apprend à se faire confiance, apprend à s'aimer, à aimer ses pouvoirs. En fait, à la fin, pour moi, c'est hyper logique que ce soit elle qui le redise. Ça ne dit pas forcément que tout est joué dès le premier épisode,
mais parce que du coup les expériences individuelles sont tellement complexes que ce que vit Cameron, ce n'est pas ce que vit Nakia, ce n'est pas ce que vit Kamala. Donc c'est bien aussi de montrer que tous ces personnages-là ne sont pas un bloc, mais que chacun vit un peu un parcours différent. Du coup, ça m'a pas du tout dérangé et j'ai trouvé ça bien que tu disais que voilà, c'était l'affrontement avec le grand méchant et tout ça. Moi, j'ai pas vu. Pour moi, les grands méchants, c'est Damage Control en fait. C'est pas Cameron. Après, c'est ça qui est raté, c'est qu'en fait, t'as l'impression que c'est une meuf du Damage Control qui est très méchante. Et Cameron, le pauvre, il apprend quand même que sa mère est morte et tout ça. Et je trouve qu'il vit des choses quand même pas évidentes et qu'il aurait bien pu plus péter un câble que ça et qu'il a quand même pas mal de chances que Kamala soit bonne en speech. Mais en fin de compte, c'est aussi lui qui n'arrive pas à maîtriser ça aussi. On voit qu'il a du mal à maîtriser ses pouvoirs. Et que lui, en fait, c'est un peu le versant un peu négatif de ce que ça aurait pu être si, comme Kamala, il n'avait pas forcément appris à contrôler. Mais je trouve ça bien que la leçon qu'il en tire, c'est qu'il faut qu'il apprenne à contrôler ça, mais que ça va bien se passer et qu'il est pas seul. Et je trouve que c'est quand même très cohérent avec le thème de la série, qui est juste, s'apprendre à s'accepter soi-même, apprendre à accepter l'héritage et tout ce que tes ancêtres ont sacrifié pour toi. L'héritage bon ou mauvais, d'ailleurs, pour lui. Bon ou mauvais, ouais. Donc, moi, franchement, j'ai trouvé au contraire que j'étais un petit peu soulagée en me disant, bon, ok, il y a 2-3 cristaux un peu verts et tout ça. Mais les cristaux, limite, c'est secondaire. C'est vraiment le fait qu'ils soient à l'intérieur en plus de ce cristal-là qui... je trouve que c'était pas très joli, mais il y avait quelque chose un peu poétique dedans, en mode je sors de ma chrysalide, que je me forge. C'est un peu comme ce que disait Françoise Dolto sur le homard. Quand t'es ado, tu te crées une sorte de carapace. Ouais, je crois que c'était ça la métaphore. Non, mais j'ai pas la référence du tout. Et en gros, en fait, quand t'es un homard, tu te crées une carapace pour te protéger de l'extérieur, protéger tes émotions de l'extérieur. Et en fait, quand tu grandis, tu la perds. Mais c'est le Bernard l'ermite qui fait ça. C'est pas le homard. Mais pardon. En tout cas, elle avait dit un truc avec le homard ou effectivement un crustacé, mais je trouvais que c'était assez bien vu de sortir de sa coquille en fin de compte. Ne pas s'y enfermer, mais en sortir. D'accord. Mais je trouve quand même, parce que par rapport au choix aussi, parce que justement par rapport au pouvoir, on va dire élastique et métamorphe et d'agrandissement tout ça, elle le fait. Mais elle le fait même quand elle sauve la gamine fan de TikTok là à l'Avengers Con. Dans le pilote, oui. C'est le pilote. Zoé. Ouais, c'est dans le pilote. Merci. Quand elle sauve Zoé, elle fait déjà en fait le coup. Donc dès le début, tu dis quand même, du coup, vous avez pas voulu faire ces pouvoirs des comics, mais vous le faites quand même. Et je trouve que à la fin, quand elle le fait dans le dernier épisode, par contre, de mémoire pour Zoé, en fait, elle étend pas son bras, c'est juste que non, en fait son bras ne se déforme pas, c'est juste qu'il y a elle fait une projection, mais elle fait une projection. Mais la projection ressemblerait à ce qu'elle aurait fait en comics. Oui, mais je veux dire qu'à la fin, c'est pareil aussi, elle s'étend pas, c'est des projections. À la fin, pour moi, si, quand elle dit genre augmentation, je sais pas quoi, elle devient... Non, elle se fait un peu une espèce d'exosquelette de cristaux. Moi, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, ça mime, c'est pareil, c'est que ça mime. Les deux se ressemblent un petit peu, donc je peux comprendre que Splinter c'est un petit peu trop, parce que j'ai eu l'impression aussi de revoir un truc que j'avais déjà vu dans le pilote. Ok. Non, c'est ça. Et puis, si vous vouliez pas le faire, vous le faites quand même, en fait, mais juste avec un habillage cristal violet. Je me demande aussi s'il y a pas un truc de budget aussi, tout simplement. Le fait de faire parce que c'est vilain, moi je trouve. Hein, mais bon. Ouais, mais les cristaux et tout ça, ils peuvent être un peu moches entre guillemets, et c'est pas grave. Non, mais quand elle fait ces membres géants là, tu sais que tu la vois marcher même dans le reflet d'une bagnole, tu fais. Et si t'avais dû faire vraiment des métamorphoses où elle avait des mains géantes, des trucs comme ça, plus d'effets. Je me demande s'il y a pas un peu de ça, quitte à ce qu'ils se disent, à un moment, ses pouvoirs peuvent avoir un effet sur son corps ou non, et l'effet elle-même. Je sais pas, je me dis ils ont peut-être cette porte de sortie en tête aussi à un moment, mais je me suis demandé si c'était pas un peu une question budgétaire aussi. Clairement. Il y a toujours de façon, même dans les premiers épisodes, parfois quand je sais qu'il y a un moment il y avait un plan où elle essaye de faire ses plateformes sur le toit, où tu la vois faire des escaliers, redescendre machin, et là où tu vois que le CG de ouf et que tout son corps est matérialisé comme ça et que c'est vraiment pas. De toute façon, on a déjà eu ce débat avec Thor sur les effets spéciaux chez Marvel, mais il y a un problème aussi dans leur utilisation et sûrement dans le temps qu'ils ont en fait pour les faire, que ce soit pour le grand écran ou pour les petites, parce que j'ai pas trouvé la série moche dans son ensemble non plus. C'est pas non plus, désolé de redire le nom maudit, mais c'est pas non plus Moon Knight, hein. C'est vrai que Moon Knight c'était quand même très alors que genre dans Miss Marvel ils ont découvert le concept de couleur, tu vois, donc rien que ça ça upgrade un petit peu la qualité. Et sur la colorimétrie d'ailleurs il y a vraiment un changement durant les épisodes au Pakistan, donc il y a vraiment aussi un travail là-dessus pour donner des identités visuelles différentes au New Jersey et au Pakistan qui est assez chouette. Mais tu vois par exemple quand vous disiez tous les deux que ça manquait de temps,
Alors, on peut revenir là-dessus. Bah oui. C'est bien d'accord. Moi perso, enfin c'était cool, tu vois, là, quand ils vont au Pakistan, que tu vois un peu les trucs, ou même dans les premiers épisodes quand ils font leur cérémonie et tout ça et tout, mais enfin le Pakistan, à un moment, au bout de 20 minutes, je disais quand même bon, j'ai compris que vous voulez montrer un autre mode de vie, un truc que ça. Je commence à trouver le temps vraiment long en fait. Alors mais pour moi il y a des moments où le temps est long, non pas parce que dans le marché souk, je sais pas comment. Ouais, mais les questions de temps long parfois elles se passent juste sur est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose d'important? Et parfois, en ayant plus de temps, tu vas te permettre de plus te focaliser, de recréer des enjeux à l'intérieur même de l'épisode. Et typiquement, un truc tout con, là, on parle du Pakistan, un endroit où je trouve où ça a manqué énormément de temps, c'est sur les Red Dagger. Elle les rencontre. Oui. Littéralement, 1 minute plus tard, ces gens, ils se connaissent depuis 6 mois. Et vraiment, là-dessus, il y a eu un moment où j'étais là, j'ai fait une mini sieste. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et en fait, il y aurait eu besoin là peut-être de pas énormément, de 5-10 minutes de plus pour qu'on voit du temps passer. Première idée à la con qui me vient, mais un montage où on les voit passer du temps, faire des essais, qu'elle découvre un peu mieux ses pouvoirs, des choses comme ça. Parce que il y a vraiment un moment où après il vient avec tiens, je t'ai amené ce morceau de vêtement pour t'aider, machin. Tiens, et tout ça. Là, il mange des épices sur la plage ou je sais plus quoi là. C'est le mec qui joue de la guitare. Ouais. Mais non, mais en fait le problème, là on voit ça, mais ça c'est la première soirée et on a vraiment l'impression à un moment qu'ils ont passé plusieurs jours ensemble. Et ça, c'est pas du tout montré. Et ça manque aussi parce que derrière la mort, du coup, du chef des Red Dagger, elle perd vachement en émotion parce que, justement, c'est hyper expédié. Et si tu le connaissais depuis un petit peu plus de temps, si t'avais vu qu'il y avait des échanges, etc., d'un coup, les enjeux, du coup, durant la scène de poursuite d'après, ils sont plus les mêmes parce que ces personnages-là, t'as appris à les connaître. Et il y a beaucoup de trucs comme ça où j'ai trouvé que la série allait directement à la conclusion. Comme je disais, là, je trouve que là, on va directement à la conclusion. Ils sont devenus super potes, mais à aucun moment on l'a vu. Et à l'inverse, avec les clandestines, du coup, on a exactement le même truc. Le moment de pétage de plomb de la mère. Alors, je le comprends conceptuellement. Ok, ça fait des décennies et des décennies qui sont là. Ils ont envie de rentrer. Elle voit la solution lui échapper juste devant elle. Elle pète un câble. Ok, j'arrive à le comprendre. Mais à aucun moment, je le vois articuler à l'écran. Et du coup, là, s'il y avait eu un peu plus de temps, des articulations qui me permettent de mieux comprendre leur frustration et le pourquoi ils pètent un câble, j'aurais été plus compréhensif dans le pétage de câble et j'aurais eu un peu plus d'intérêt parce que comme toi en fait Splinter, après pour moi c'est les méchants génériques 101, ils sont vraiment pas contents, ils sont habillés en noir et ils font des galipettes quoi. Bon voilà, ça m'intéresse pas non plus. Est-ce que c'est pas tout un pan même qui pourrait disparaître en fait, mais presque, mais en fait ça pourrait être intéressant, surtout que là ils ont la même métaphore des immigrés qui ont des mêmes problématiques, mais le problème c'est que c'est jamais vraiment exploité et par contre on perd du temps sur leur évasion du raft en mode Agent of Shield saison 1 qui est complètement honteux là, cette scène là. En fait j'aurais préféré que Kamala découvre qu'il s'était évadé, on aurait gagné 10 minutes et on les aurait pas vus faire être escorté dans le raft par 2 pauvres gars. Cette scène-là, elle nous fait perdre du temps, de l'argent évidemment, et du background. C'est juste pour montrer que Cameron, il est peut-être un peu moins méchant que les autres, mais c'est tout en fait. Je suis sûr que t'avais 1 million de manières de le faire qui étaient mieux que ça. Et qui étaient moins longues. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a sur certains trucs comme ça, c'est un petit peu longuet, mais je trouve que on aurait vachement gagné, à avoir plus de scènes avec les clandestines où on les comprend mieux, ou c'est soit des personnages où j'ai plus d'affect pour eux. En fait, à chaque fois qu'ils apparaissaient, je bâillais parce que justement, on ne nous a pas mis d'enjeu autour d'eux. J'arrive pas je les comprends encore une fois conceptuellement, mais émotionnellement, j'ai aucun lien avec eux. Ouais, puis même toute cette partie de d'autres dimensions qui vient encore te rajouter un truc. Mais limite passe partout en fait. On dit c'est une dimension et tu dis mais il y en a combien maintenant en fait dans leur univers en fait. Surtout qu'à chaque fois t'as l'impression que c'est des concepts qui sont différents de ceux qu'on t'a présentés dans d'autres choses et tu fais parce que même là, quand le voile se déchire s'ouvre, on comprend pas trop ce qu'est. Qu'est-ce que c'est. Et par contre quand la mise à mort là.
Mais ça c'est le niveau. C'est le niveau cristal puis le crâne qui apparaît, mais juste 2 secondes avant de se. Même avec Indiana Jones 3, c'était mieux fait. Ouais, c'est ça. C'est franchement, c'est. Et il y a un truc un peu dommage là-dedans, c'est que encore une fois, je trouve que par exemple les enjeux qu'il y a au moment de la partition avec du coup la arrière-grand-mère de Kamala et du coup la chef des clandestines, ces moments-là, ils ont justement beaucoup plus de poids parce que on voit le drame familial en train de se jouer. Là j'en avais quelque chose à foutre parce que je voyais le drame familial, je voyais l'aspect émotionnel, j'étais accroché. Mais après tout ce qui se passe au présent avec eux, ça fonctionne pas. Il y a pas d'ancrage émotionnel et il y aurait dû avoir plus de scènes avec Kamran, pareil, parce que Kamran, non mais je te vois rouler des yeux, Arnaud, et je me rappelle de ce que t'as dit que t'aimais pas trop le perso et t'es pas le seul. J'aime pas le perso et j'aime pas l'acteur, sa façon de jouer, toute sa présentation sur le mec, le beau gosse avec la balle. Enfin peut-être parce que je suis plus sensible et pourtant si, il y a des trucs d'adolescent, il y a de la romance. Tu t'identifies à Bruno? Je suis clairement plus du côté par rapport à mon lycée. Ouais, je pense que j'étais carrément plus Bruno que Cameron, ça c'est sûr. Mais non, c'est le côté, dans la façon dont il joue, il fait juste je t'apprends à conduire, je sais pas, je trouve ça super. Mais même dans me projetant, en me disant, même si j'avais été dans un B aux États-Unis, j'arrive vraiment à me dire c'est comme ça que j'aurais voulu brancher une meuf en lui disant tiens, tu veux que je t'apprenne à conduire, je sais pas, je trouve ça trop bizarre la façon dont c'est mené leur fausse romance là. Mais en tout cas, de toute façon, je trouve qu'on aurait eu vachement plus d'intérêt avec le perso si on avait pu justement avoir un hook émotionnel vraiment écrit, quoi, parce que là il est un peu projeté, genre à un moment on fait au fait il faut que t'en aies quelque chose à foutre de Cameron parce que regarde, il vient de perdre toute sa famille. Ok, d'accord, très bien. Et ça c'est des trucs justement, je trouve, il manque 3 épisodes pour mais non, mais en tout cas c'est mon ressenti. Oui, pardon, j'arrête de souffler dès que tu dis ça. Il manque 3 épisodes pour mieux écrire les trucs et qu'il y ait des payoffs en fait qui soient plus puissants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs où en fait je suis obligé de faire l'effort intellectuel de me dire ok, là tel truc il est important pour telle et telle raison. Même et je devrais le ressentir. Même Zoé qui réapparaît d'un seul coup dans le final, je me suis dit il aurait fallu mettre plus de Zoé une fois passé le pilote et sa petite scène dans l'épisode 2, parce que du coup tu te dis alors c'est très bien que pendant tout ce temps elle ait caché le fait que Kamala était Nightlight. Elle disait il faut qu'elle le dise en ses propres termes, donc j'étais en mode c'est très cool, en plus ça fait très coming out dans les termes, donc c'est plutôt marrant. Mais le problème c'est que elle pouvait ne rien dire mais quand même être là, même en fond, tu vois. Elle aurait pu avoir une mini intrigue. Bah ouais, parce que pendant la moitié de la saison, elle est pas là, donc en voyant qu'il partait au Pakistan, je me suis dit ils vont la ramener pour le final, mais ce sera à la fin une petite scène. Et quand je vois qu'elle apparaissait dès le plan, la séquence Home Alone, je me suis dit alors c'est très cool parce que l'actrice est Mimi, elle a des bonnes catchphrases, elle a une vraie utilité dans le final. Mais qu'est-ce que c'est mal écrit, qu'est-ce que c'est mal justifié, quoi. Et dans le même genre, Nakia, le moment... elle est trop bien, par contre. Ah non, mais je l'adore. Je trouve le perso super et tout ça. Donc c'est Yasmine Fletcher qui l'a joué et elle est vraiment super, quoi. Mais le moment où elle découvre que Kamala a des pouvoirs et elle dit alors que Nightlight a tout ce qu'elle a fait, machin, etc. Et genre, je suis super vénère contre Nightlight. Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'elle a quand même sauvé une fillette sous tes yeux. Enfin, c'est pas non plus. Et alors je veux bien, pareil là, typiquement. Après, tu comprends qu'il y a des répercussions ultra reloues. Voilà. Mais c'est vrai que sa réaction fait très forcée pour qu'elle disparaisse de l'intrigue pendant un temps et qu'elle revienne beaucoup plus tard, quoi. Et typiquement, avec plus d'épisodes, Arnaud, on aurait eu du temps avec. On aurait eu du temps pour Nakia pour que son sentiment vis-à-vis de Nightlight soit intégré au récit et que le moment où elle découvre pour Kamala, on soit déjà en train de se dire oh putain ça va chier et voilà. Et là non. En fait non, on voit rien du tout. C'est genre choqué. Ok, elle répond pas à mes messages. En plus je suis au Pakistan et elle revient non mais fallait juste me le dire machin et tout ça. Et en fait le problème c'est que pour moi entre l'épisode 3 et l'épisode 4, la fin de l'épisode 3, c'est quand même Kamala qui fout le mariage de son frère en l'air. Et l'épisode suivant, c'est on va aller pépère au Pakistan, on va les filles. Je me suis dit, mais il manque un truc. C'est vrai que ça fait très enchaînement, surtout jusqu'à ce moment-là. Enfin, sa famille, alors son père est plus coulant, mais je veux dire, sa mère vraiment, elle en peut plus d'elle et tout. Bah ouais. Et tu sais, mais du coup, alors c'est justifié. Il y a un moment, il y a une pauvre réplique qui dit, ouais, si j'ai accepté ce voyage, nanana.
mais c'est quand même c'est très incohérent par rapport à ce qu'il y a avant, quoi, tu vois. Voilà. Et ça, c'est des trucs de temps, des trucs Ouais. qui n'ont pas eu le temps d'être mis en place et où ça se joue pas. En plus, quand je dis 3 épisodes, c'est que je pense vraiment que pour tous les changements, tous les trucs où il faut passer plus de temps, ça se joue pas à tant que ça. Et t'avais largement la place de le faire même dans cette saison. Ou est-ce que c'était même des scènes à faire au lieu de celles qui sont inutiles, parce qu'on perd quand même 2 minutes sur le mec qui vend sa photo 1500 roupies, tu vois, et qui fait des directions. Non, mais franchement, elle est super longue cette scène. Parce que je disais, mais à gauche, il fait left, right, machin. C'est long, c'est pas plus drôle. ça fait très on dirait les parodies des sketchs du Marrakech du rire, tu sais. T'es avec le mec qui arrive avec la même vanne en haut. Je suis allé au souk aujourd'hui, et devinez quoi? Là, tu fais, putain, ok, c'est quand même pas un truc méga inédit. Je sais pas. Pourquoi vous refaites cette blague à l'infini? Là, t'as ça un peu. Je sais pas s'il regarde le Marrakech du rire chez Marvel Studios. Non, mais c'est plus sur mais elle fait du stand-up, par contre, la créatrice de la série. D'accord. Et je pense que... elle a des bonnes désolé, je te coupe, mais il y a des bonnes one-liners notamment entre Kamala et Red Dagger. Je trouve quand ils s'envoient des fions, c'est plutôt rigolo, quoi. Donc, ok. Et je pense qu'en fait, là, c'est plus pour montrer à quel point Kamala, elle est paumée elle est touriste dans son pays d'origine. C'est ça, ouais. Et ce qui est plutôt bien trouvé, plutôt oui, malin. Sur le côté et tout déraciné, ça. double culture. Ouais. Et d'ailleurs, j'y ai pensé à plein de reprises. Si vous aimez bien ce type d'ambiance, etc., tout ça, la série Never I Have Ever sur Netflix. Là, elle est vachement cool, ouais. Ouais, et on retrouve vraiment les mêmes muscles narratifs. C'est le même type de famille. C'est une famille Paki aux États-Unis, etc. Et on retrouve vraiment le même type d'ambiance, le même type de famille, etc. Et puis même avec la narration entre les parents et leur fille, c'est un petit peu similaire, mais ça arrive quand même à trouver un peu son originalité. Et c'est créé par Mindy Kaling. Donc voilà, elle s'y connaît plutôt bien. D'accord, ouais. Mais je demande pas. Non, vas-y. Non, moi, c'était juste pour rebondir justement sur ce côté très expédié qui arrive presque dès la fin de l'épisode 2, où là, t'as vraiment le côté, bon, maintenant, en fait, faut que ça speed. Parce que donc la méchante devient méchante comme ça, enfin tu vois, et je trouve que ça nuit aussi à son développement à elle, je veux dire de l'héroïne, parce que t'es quand même en un temps record, t'as l'impression qu'elle a un crush sur 3 mecs différents, ultra rapidement, qui chacun ne donneront rien, et du coup t'as l'impression que c'est pour meubler, mais du coup, tu te dis, mais pourquoi ils l'ont fait quand même? Parce que, de toute façon, ils savaient que ça donnerait rien sur la fin. Donc, quand je dis 3, c'est Bruno, le Red Dagger et Cameron. Et tu te dis, après, c'est pas obligé qu'à chaque fois, Mais c'est marrant parce qu'avec le Red Dagger, elle a plus d'alchimie avec le Red Dagger en un épisode qu'en quasiment 6 avec Cameron. Et probablement toute son enfance, son adolescence avec Bruno, quoi. Donc, t'as vraiment mais bon, lui, c'est plus le friendzoné classique, quoi, on va dire. Mais c'est, c'est très rapide, quoi. C'est très très rapide, et du coup, plus tu fais ça et plus tu retires de l'intensité ou de l'impact émotionnel ou quoi à ton histoire et à tes persos. Et c'est vrai que quand ils se retrouvent tous à la fin, sur les pièges, c'est complètement du Kevin McAllister de Maman j'ai raté l'avion, mais aussi un côté très sans enjeu et très inoffensif, pas seulement par rapport à leurs pièges qui sont des trucs de gamins, mais parce que en fait, tu sens que leurs problématiques sont déjà résolues en fait à ce moment-là. C'est pour ça que ça fait encore plus artificiel quand Cameron repète un câble à la fin et tout. Parce qu'en fait, tu vois que soit après, ils seront quand même bien tirés dessus, quoi. Non, bien sûr. Mais... Oui, mais le fait qu'ils arrivent à se battre avec des balles de softball et des extincteurs fait qu'on n'a pas peur pour la menace, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, vous avez déjà pris des balles de softball dans la tête? Les grands. T'as envie de nous parler, Arnaud, t'as envie de nous en parler, vas-y. Non, mais les grands gaillards, là, ça fait le malin, mais attendez, Non, après, ils ont pas que ça, ils ont genre de l'eau qui leur tombe, de la mousse qui leur tombe dessus. C'est très gentil. Il y a un côté un peu fait main, un peu do it yourself. Qui je trouve change un petit peu. En fait, c'est vraiment l'affrontement du truc un peu manuel face à la grosse technologie. Et en fait, ça me dérange pas parce que c'est vraiment des gars qui sont complètement, ils partent de rien face à une entreprise qui semble avoir beaucoup de moyens et tout ça. Et je trouve aussi que c'est un peu une anti-Stark, un peu une anti-Tony Stark dans les faits, c'est-à-dire que zéro technologie, juste ton cerveau, quoi. Et moi, ça me dérange pas parce que je trouve justement qu'il y a un côté
le MCU perd un petit peu ce côté les gens qui se fabriquent eux-mêmes leurs trucs parce que tout est tellement technologique, tout est tellement en un claquement de doigts que là enfin t'as des gens qui passent leur temps à faire des plans hyper élaborés, qu'ils le font eux-mêmes, qui fabriquent et tout ça. Et je pense même au costume de Kamala, c'est pas une technologie, c'est juste non, mais alors le costume est génial, c'est-à-dire que le masque vient de Bruno, le tissu des Red Dagger, c'est cousu par sa mère, le nom lui est donné par son père. Il y a toute une construction de tous les personnages qui l'ont entouré. C'est très collectif et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui va tout résoudre tout seul sans l'aide de personne, c'est vraiment le collectif qui va venir l'aider. Et en fait, ça vient aussi tant de sa famille, avec son frère qui se pointe aussi pendant le final, mais j'aime beaucoup son frère, donc ça me peut pas poser de soucis. Ouais, il est marrant. Et puis t'as Zoé aussi qui vient, et j'aime bien quand même l'idée que la fin, ce soit ensemble, quoi, parce que c'est une petite team à laquelle tu prends vite goût, parce qu'en plus je trouve que tous les acteurs se répondent extrêmement bien. Dans la famille Khan, clairement je trouve que Amir, du coup, donc c'est Sagar Shaikh, il y a Youssouf aussi, qui est joué par Mohan Kapoor, et donc la mère Zenobia Shroff, donc qui incarne Moniba. Mais après c'est parce que la chimie qu'il y a entre les personnages vient aussi, là c'est la pastille puriste à la con, mais parce que il y a des scènes et des dialogues qui sont littéralement repris des premiers comics. En fait, genre notamment même dans le tout premier épisode, quand le père, quand Youssouf il dit à Amir si tu passais plus de temps à chercher du travail plutôt qu'à prier, c'est vraiment la même ligne de dialogue qui est repris des BD, et c'est pour ça que même quand j'avais écrit mon papier pour Comics Blog, je disais que en fait on arrivait à compenser la trahison par rapport au pouvoir par le fait que dans l'ambiance, dans les thématiques, et notamment par rapport à toute la façon dont la famille évolue, en fait que là par contre c'est hyper fidèle à ce que J. Willow Wilson a écrit il y a 8 ans, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en termes de fidélité, par contre, sur la fin, on s'en éloigne vraiment, parce que le mystère de l'identité de secrète de Kamala reste beaucoup plus longtemps quelque chose. En tout cas, auprès de certains personnages et tout ça. Là, le mystère est complètement inventé. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait avec Jane Foster, quoi. Mais en soi, c'est pas gênant, parce que de toute façon, c'est un truc qui progressivement est levé auprès de ses proches. Alors ça prend plus de temps parce que les comics sont aussi c'est réalisé en mensuel avec un but de c'est notre temporalité narrative. Mais c'est pas choquant, mais d'un autre côté c'est vrai qu'on arrive à une situation finale où beaucoup de gens le savent bien plus rapidement, et c'est vrai que le côté clan en plus se retrouve même de manière plus grande avec quand on voit tous les gens du New Jersey, enfin pas tous les gens du New Jersey mais tous ceux qui étaient là qui viennent se mettre en opposition face aux forces de l'ordre, et ça fait Spider-Man 2 je pensais à Spider-Man 1, je pensais à Spider-Man 2 et je pensais à The Amazing Spider-Man avec les grues aussi. Les grutiers, et moi je pensais même au mouvement Black Lives Matter avec ces images de protestants et protestantes qui se mettaient face aux flics en mode vous n'avancerez plus, etc. Sauf que là les flics se mettent face à Damage Control, quoi. Mais, aussi, mais après ça c'est le côté Disney Marvel, ils vont jamais être anti-police non plus. Mais par contre c'est quand même la police locale plus il y a un truc comme ça, machin. Mais c'est quand même intéressant de voir que même les flics sont face au Damage Control. Parce que je me demande si ça va jouer dans le futur, parce qu'on se doute qu'on va revoir le Damage Control. Il y a Stevie de Succession, il est toujours en place. Et je me dis, il est beaucoup plus gentil d'ailleurs que dans Spider-Man. Mais il est pas vrai. En plus, il est pas le boss de Damage Control. Il est pas super sympa en fait. Il dit vraiment ne fais rien parce que ça va nous faire niveau image, ce qui est intéressant aussi, c'est que le final joue aussi beaucoup sur un affrontement, une guerre d'images, où on a Zoé qui utilise TikTok parce que c'est une influenceuse qui utilise justement son influence, pas pour vendre des produits en dropshipping, mais pour dire aux gens il se passe un truc affreux dans un lycée, venez nous aider. Et justement l'idée de jouer sur ce vieil affrontement entre les trucs hyper militaires et le collectif, la population, c'est aussi une super idée. Et je me suis demandé si justement les flics eux-mêmes, pour leur image, c'est quand même beaucoup mieux d'être avec les personnes qui sont un petit peu oppressées pour redorer un peu leur blason versus ce Damage Control, ce qui est extrêmement cynique. Et c'est pour ça que je me demande dans la suite quels seront les liens entre les militaires, les flics et le Damage Control, s'ils vont continuer un petit peu à pas être forcément d'accord, ou si justement ils vont s'allier dans les moments où il faut s'allier.
parce que je pense que Damage Control, c'est certain qu'on va le revoir. Hein. Ouais, parce que là, ils l'ont vraiment installé en... Ouais. Bah ouais. Ouais, je pense qu'on va l'avoir sous un angle un peu plus léger dans She-Hulk, parce que forcément, il va avoir des procès liés à des trucs où il y aurait Damage Control, mais... Bah peut-être celui-là, du coup. Par rapport à la chef crypto-fasciste là qui a merdé, c'est un procès en partie civile. C'est ça aussi qui est un peu où tu sens que là ils ont vraiment le cul entre deux chaises. C'est que si tu vas jusqu'au bout de ce truc, en fait, il faut que le Damage Control soit vraiment affiché comme les méchants de la série. Là, c'est pas exactement ça, dans le sens où son boss, même dans le premier interrogatoire avec Zoé, il y a cette espèce de contre-champ sur le boss qui semble très gêné des questions les plus offensives de cette meuf. Ouais. Quand elle dit direct c'est une orientale, c'est ça machin, et qu'elle insiste très lourdement là-dessus, t'as une espèce de plan sur lui qui est consterné, qui regarde par terre et tout. Et même le mec sans nom qui est juste le bras droit de cette meuf dans le final, quand elle dit il faut pas que ces gens-là aient ce genre de pouvoir, c'est trop dangereux. Ouais. Et le mec lui dit ces gens-là, c'est-à-dire mais attends, ce mec ils sont sous-fifre, et même lui clairement tu sens la note d'intention de la série qui dit attention, ils sont pas tous comme ça. Mais après elle lui répond les ados. Et en plus c'est un peu le Clément Beaune de Damage Control. En plus l'acteur donc Arian Wade, il est iranien. Oui lui-même. Tu te dis que bon, le gars il doit être en mode mais arrête de dire de la merde, genre sinon je vais péter un câble. Déjà t'as ça. Après pour le coup, un truc qui est très rapide mais qui marche parce que c'est ça fait bizarre de dire ça pour une série de super-héros, mais c'est réaliste entre guillemets, c'est que dès qu'elle arrive quelque part avec le Damage Control, et aussi pour le final, tout le monde a son smartphone et tout le monde filme en fait tout le temps, et que ça, cette espèce de rapport de force, de guerre d'image dont tu parlais, qui dans le monde réel existe, c'est-à-dire que maintenant tout le monde a ce réflexe-là face aux flics quand ça part en couille et tout, ou pas d'ailleurs, juste parce que ça te met déjà un mur de est-ce qu'ils vont oser aller jusqu'à tel point en sachant qu'ils sont filmés. Et ça pour le coup c'est grave bien utilisé, enfin c'est bien vu qu'ils l'utilisent tous pour le final. C'est pour ça qu'il y a des lois qui passent après quoi. Mais... Après oui, donc clairement malheureusement c'est pas un bouclier magique quoi. Mais je trouve ça assez logique que en plus cette génération de personnages soit vraiment au taquet là-dessus direct. Après oui, la meuf est très caricaturale, et dans le même temps elle assume jamais vraiment, parce que tous ces face à face avec l'imam en fait se concluent par une espèce de mur de silence de ça. Enfin, il y a une impasse, mais elle est pas en train de le, tu vois, parce que lui, du coup, tu vois, quand il la troll complètement en lui faisant la citation de Lincoln, genre ça, c'est parfait. Mais en fait, elle a pas de réponse. Elle est déjà partie. Elle a déjà fait 4 pas. Elle lui tourne le dos. Et donc, en fait, tu sens qu'ils veulent pas non plus aller très très loin sur ce terrain-là. Ce que je comprends, parce que les rares fois où ils l'ont fait, pour moi, c'était raté. Mais en gros, mais ça me fait penser à un truc dans les comics. Là, j'ai vu récemment, alors pour le coup, chez la distinguée concurrence, comme on dit, c'est dans le Nightwing de Tom Taylor récemment, donc en VO. Je vais rien spoiler pour les lecteurs VF, mais il y a tout le monde sait, la police de Bloodhaven est corrompue, et il y a un moment où vraiment il se met sur la gueule avec les flics corrompus. Et il y a eu 2-3 articles qui ont été faits en mode mais en fait, ils rompt une règle tacite des comics, comme quoi là, il y a des super-héros qui sont en train de se taper avec des flics. Certes, des flics corrompus, mais en fait, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que vraiment, dans les comics de super-héros, la police n'est jamais montrée. Alors, si elle est corrompue, elle va tomber de manière pacifique, avec des preuves, avec des machins, etc. Mais c'est quelque chose d'extrêmement rare, en tout cas, de voir les super-héros en train de se taper avec des flics. Forcément se taper entre Spider-Man et les flics, c'est un petit peu... Il esquive toujours, il s'en va quand il y a les flics. C'est vrai qu'il les fera pas, mais... Il y a quand même un petit peu de ressentiment. Non, mais il y a des trucs, mais le fait de stataner, c'était rarissime, au point que il y a des articles, il y a des sites un peu clickbait qui ont fait des articles là-dessus parce que ça arrivait dedans. Ouais, comme comicsblog.fr, je crois. Hein, vous aviez fait un article dessus? Pas du tout. Non. J'ai vraiment pas le temps pour ça, quoi. On rappelle qu'on enregistre au moment de la Comic-Con, donc Arnaud a des cernes à peu près jusqu'en bas du visage.
je suis mort intérieurement, quoi, clairement. Non, mais ce que je veux dire, mais t'as quand même des personnages qui sont quand même beaucoup plus mesurés par rapport à l'utilité de la police, et même le Punisher qui dit aux flics, je me rappelle dans Sud Rosenberg, il disait clairement aux flics qu'il kiffait, qu'il leur disait, les gars, c'est pas votre taf et vous avez pas à m'aimer, sinon vous êtes des blaireaux, quoi. Donc, tout à fait. Non, mais il y a des c'est vrai qu'il peut-être qu'ils se tapent pas. Le fait de se frapper, c'est un truc rare. On n'a jamais vu dans la MCU des héros taper des flics non plus, en fait. Non, bah. Parce que là, même là, elle protège, mais elle. Ouais, non, mais il y a toujours un rapport un peu compliqué. Bah, t'as Ant-Man, mais encore pas tant que ça. C'est vrai que Ant-Man, c'était un truand, techniquement. Ant-Man, ouais, il est sur une sorte de jeu de chat et de la souris avec le FBI. Ouais. En fait, c'est ça son truc. Même mais c'est très léger, quoi. C'est très. Dans Civil War, non? T'as des flics? Il y a pas mal de scènes. La course-poursuite. C'est vrai. Après l'explosion. Ouais, mais on est plus sur des trucs genre FBI, non nommés. Ouais, non, mais c'est la surtout... police, vraiment, la police en képi, je parle. Les voitures. Non, mais c'est surtout quoi que, en fait, ils s'arrêtent tous. Maintenant que j'y pense, parce que ouais, donc, t'as Black Panther qui poursuit Bucky et Captain America. C'est ça. Et Falcon qui arrive. Ouais. Et du coup, ça manque, enfin, tu sais, c'est toujours le truc au dernier moment in extremis, genre, au moment où ça va partir en couille, ils vont tous, limite se taper avec les flics auto. C'est là que Falcon arrive, et du coup, tout le monde s'arrête. Et même, donc, ils sont à peu près tous avec une force surhumaine, mais ils se laissent tous menotter très gentiment. Voilà. Et effectivement, il y a toujours ce truc de, ça pourrait partir en couille, mais non, en fait. C'est parce que de toute façon, les super-héros envoient une question sur le vigilantisme et sur, du coup, l'expression d'une justice expéditive, etc., et tout ça. Et du coup, dès que tu rajoutes la police là-dessus, bah, tu commences à arriver dans des zones complexe de toute façon même à gérer, et où généralement les auteurs, que ce soit dans les comics ou les adaptations, préfèrent faire bon, on va s'éloigner un petit peu de Michel Gondry il disait que pour lui les super-héros c'était un concept fasciste, hein, donc mais c'est un peu vrai en plus, d'une certaine manière. C'est après pas dans le cas de Miss Marvel quand même. Non, mais il y a deux faces au truc. Il y a la facette utilisation d'une justice expéditive qui est clairement fasciste, et à côté de ça, il y a aussi l'esprit de communauté et de défense des opprimés et des choses comme ça, et de suppléer un système de sauver les chats dans les arbres comme peut faire Miss Marvel, tu vois. Et de suppléer un système défaillant, en fait, justement. Et il y a toujours cette question du système de justice qui ne va pas aller assez loin, qui va laisser les puissants s'échapper, etc. Donc il y a toujours les deux facettes. Bah de toute façon, c'était ça sur je sais plus autour de quel ah bah si, c'était pour Batman, parce que tu sais forcément, dans les films, le plus spectaculaire, c'est les affrontements, c'est pas sauver des chats dans les arbres et tout machin. Donc, c'est ce que t'as tendance à le moins montrer. Là où dans les comics, t'as même des arcs entiers où c'est limite de la prévention, quoi, tu vois. Et t'avais, je sais plus qui, si c'était un anonyme ou si c'était quelqu'un de connu, qui a dit, non mais en fait, si vous arrivez pas à imaginer, donc là, c'était en l'occurrence Batman, genre serrer un gosse dans ses bras pour le réconforter, en fait vous êtes pas vraiment fan de Batman, vous êtes fan du Punisher avec un costume rigolo. Là j'avais vu passer ça, mais c'était très pertinent. Et franchement c'est le cas, et effectivement en plus je sais pas si c'était une rêve consciente à cette case, enfin à cette page carrément, mais je crois que dans le War on Crime d'Alex Ross t'as totalement ça qui se passe. T'as un gamin renois qui braque Batman à un moment, genre il est limite en train de pleurer, enfin tu vois il va pas bien, et en fait Batman pourrait clairement l'éclater, et ce qu'il aurait fait chez Snyder, tu vois, par exemple. Et là, en fait, il le raisonne, en fait, en lui disant, ouais, en gros, quoi qu'il arrive, enfin, si tu presses cette gâchette, il y aura un avant et un après, tu vas niquer ta vie et tout, et le mec finit par baisser son arme, et effectivement, serre Batman dans ses bras en chialant et tout. Et enfin, dans tous les super-héros populaires, en tout cas, alors, on dit bien super-héros, les anti-héros, ça peut aller à l'extrême inverse et tout. Mais dans les super-héros, oui, t'as ce truc-là. Wonder Woman, il y a des arcs entiers où c'est de la défense de la nature. Enfin, il y a vraiment, vraiment des trucs. Superman, c'est l'archétype absolu de ça, tu vois. C'est pas juste un mec qui détruit des planètes en se tapant dessus, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, sur Miss Marvel, pour en revenir là, je te voyais trépigner. Il y a un truc qui est très intéressant dans les comics, c'est le fait que J. Willow Wilson, tu parlais des adversaires qu'elle a dans les comics, et c'est vrai que il y avait un refus de la faire trop se bagarrer contre des êtres vivants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces adversaires dans les comics qui vont être des robots, une AI de jeux vidéo qui a pris forme humaine, des monstres, des choses comme ça, et assez peu
d'autres personnes avec qui elle va se tabasser quand elle va être face à des personnes humaines qui ont des pouvoirs qui sont parfois de son entourage, etc. et tout ça, elle va toujours essayer de trouver des solutions non violentes pour s'en sortir. Et c'est quelque chose d'assez intéressant et qui justement poursuit cette réflexion sur le rôle du super-héros. C'est est-ce que tu es obligé de toujours combattre pour sauver la situation? Ok. J'avais un autre point que je voulais aborder, mais je crois que aucun d'entre nous n'est musulman, donc je sais pas si on est forcément concerné par la question, mais en termes de représentation, enfin de cette culture-là, parce que ça fait aussi partie des thématiques qui sont abordées par la série. Plus au début et clairement quand même dans les 2 premiers épisodes, sur le questionnement de la foi, à la fois d'un point de vue personnel par rapport à ce que les parents aussi en font, et même par rapport à l'entourage avec le personnage de Naka. Je sais pas si ce que vous aviez pensé de la façon dont c'était montré. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de montrer les inégalités qu'il peut y avoir aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, sous des prétextes un peu féministes, sont quand même extrêmement islamophobes, en mode il y a pas trop d'égalité entre l'homme et la femme, et dans la Bible c'était pas non plus un paradis de féminisme non plus, donc calmez-vous les gars. Mais là j'ai bien aimé le fait que Nakia dise ouvertement il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes, mais que ce soit un discours produit par justement une jeune femme musulmane. Tu vois, c'est pas Marlène Schiappa qui va venir dire alors désolé, mais moi je pense qu'il y a des différences à la mosquée. Là, c'est vraiment une nana qui fréquente la mosquée et qui est en mesure de dire effectivement, je trouve ça quand même dommage que je ne puisse pas pratiquer ma religion au même titre que vous dans des conditions similaires, parce qu'on voit qu'ils sont isolés entre deux salles, et que celle des femmes est beaucoup moins bien en état que celle des hommes, ce qui peut paraître sur le papier assez dérisoire, et en fin de compte pour elle ça devient un vrai enjeu aussi, notamment au niveau de sa réélection. Et j'aime bien le fait qu'à aucun moment ils en fassent des tonnes, mais c'est juste elle qui veut se présenter pour changer les choses, à apporter un petit peu de féminisme et tout ça, mais que c'est jamais sous un angle comment dire, c'est jamais sous un angle qu'on dirait en France républicain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec le côté paternaliste, genre allons éduquer ces sauvages. Voilà. Et tout, voilà. C'est vraiment sous un aspect, je vis cette situation au quotidien et je veux changer les choses à ma manière au quotidien, tu vois. C'est même pas des considérations tellement politiques au niveau fédéral ou quoi, mais c'est de la politique en fait à l'échelle humaine, et je trouve ça hyper intéressant de prendre cette direction-là plutôt que de partir sur le maire de machin et tout ça. Ouais, en fait, ce que je trouve réussi, c'est que vu que c'est plusieurs personnages qui sont de confession musulmane, la religion musulmane apparaît sous plusieurs formes durant la série, mais en fait, d'une certaine manière, ça s'arrête là. La série ne parle pas vraiment de religion pas à aucun moment, mais elle en parle assez peu en fait sur l'ensemble des 6 épisodes. Limite, je trouve qu'elle en parle peut-être pas assez peu au moment de la partition, parce que c'est quelque chose. C'est un gros angle mort, je trouve. Ouais, la partition, en fait, il y a quand même cette idée que c'est une partition qui est basée quasiment exclusivement sur la religion pratiquée. T'as une leçon d'histoire au début donc de l'épisode 5 qui fait un gros flashback en fait, qui dit un peu les termes en mode c'est à cause des Anglais en fait. Ouais, c'est que quand les Britanniques ont donné leur indépendance en Inde, en fait il y a une partition géographique mais basée sur une pratique de religion, et qu'on a dit en fait tous les musulmans barrez-vous, vous allez au Pakistan. Et ça c'est peut-être pas assez bien dit. Il y a un moment où justement l'arrière-grand-père de Kamala le dit clairement en disant on n'a pas accès au même truc parce que on n'a pas la même religion, etc. Mais mis à part ce moment où il l'articule clairement, c'est peut-être pas, mais bon voilà, c'est peut-être un détail quoi, mais c'est vrai que sinon on parle, il y a toujours ce truc de parler de Kamala Khan, Miss Marvel, la première héroïne musulmane, machin, etc. Tout ça, ce qui est vrai, c'est un des éléments constitutifs du personnage. Toujours la seule à avoir eu sa série solo, hein, que je sache chez Marvel, non? Toujours la seule à avoir eu sa série solo, je crois, ouais. Ouais, hein. Mais c'est pas, faut aussi le remettre à sa place, entre guillemets, dans les comics ou dans la série télé. C'est une petite partie en fait. Oui, non, mais disons que de toute façon personne l'a jamais écrit, personne n'a dit Miss Marvel c'est bien parce qu'elle est musulmane, en fait. C'est pas parce qu'elle a une religion différente des autres qu'en fait ça en fait un bon personnage ou que ses histoires sont bien, mais par contre c'est un point
important et que c'est difficile, notamment quand on parle en tant que média aussi, c'est difficile aussi de l'occulter parce que c'est justement tellement rare et ça reste la seule parmi les milliers de personnages du catalogue Marvel qui existent, ou même dans le monde des super-héros en général. En fait, tant que ça reste une exception, bah t'as l'impression que c'est quand même quelque chose que tu dois pas forcément passer sous silence, parce que sinon en fait tu perpétues juste le schéma d'invisibilisation de tout ce qui sort en fait du carcan habituel en fait, et basta. Même dans Moon Knight, ils en parlent pas tant que ça, alors que là non, mais c'était le reproche aussi qui était fait là-dessus, par rapport au fait que personne dans les médias dit Moon Knight qui est donc ce héros juif, tu vois, parce que ouais. Mais alors c'est vrai que pourquoi effectivement on l'aborde pas plus que ça. Après c'était à peine montré dans la série, parce qu'en fait après tu vois, si tu dis que Miss Marvel n'en parlait pas beaucoup, Moon Knight n'en parlait pas, quoi. Steve Rogers, non? Il est juif? Non, il est catholique. Non, ouais, ses créateurs sont juifs, mais lui, il est... Non, j'ai dû confondre avec un autre. Mais il y a Magneto. Oui, c'est vrai que Magneto, oui. Et pour le coup, lui, au niveau même des adaptations, on a eu plusieurs fois là, les camps de la mort, etc. T'as le testament, oui. Parce que là, c'est vraiment à la base c'est l'essence du personnage, quoi. Ouais, c'est l'essence créée au fur et à mesure, hein. Le Magneto, au début, on savait pas. Oui, bien sûr. Il y a facile une bonne décennie avant que ça se cristallise comme ça, mais c'est vrai que maintenant oui, ça fait partie de son essence même, et c'est vrai que voilà, on l'a beaucoup vu. Donc c'est vrai que sur les personnages juifs, on a quand même aussi déjà eu il y a eu déjà un sillon de tracé quand on arrive à Moon Knight sur les personnages musulmans, à part Kamala Khan. Oui, bon, bah c'est vrai que c'est un peu le désert, quoi. Après, c'est ça que je disais aussi au début quand je parlais de trucs, c'est que le fait de se donner des surnoms, enfin genre Abu ou Ami, tu vois, c'est des trucs, enfin c'est les papas, Beta. Maman, machin, ouais, ou Beta, machin. Là, c'est, j'imagine que ça paraîtra du coup lambda pour les personnes qui ont cette culture-là, mais je sais que moi, par exemple, je disais, ok, à un moment, a priori, les gens qui ont écrit ça, se sont un minimum renseignés en fait sur la façon dont cette communauté vit, quoi. On peut apporter leurs inputs et tout ça. Je pense que c'est pas juste un travail de créateur aussi dans ces cas-là, c'est aussi aux acteurs de pointer et d'indiquer certains détails et tout ça. Donc je pense qu'il faut aussi leur rendre hommage à eux, parce que je pense aussi qu'ils ont apporté pas mal de trucs au personnage. D'accord. Ouais. Moi perso, au départ sur le papier, ça me faisait très peur en fait, parce que je me suis dit, s'ils se foirent là-dessus, ça va être super gênant à regarder et tout. Et en fait, justement, tu sens que aussi c'est pour cette raison qu'ils vont pas super loin non plus. Genre, c'est aussi par risque de taper complètement à côté et d'être vu complètement illégitime justement dans cette représentation de la religion. Après, oui, forcément, t'es chez Disney, t'es chez le MCU, donc le truc peut pas non plus avoir des positions genre anti-américaines sur le traitement de la communauté musulmane et tout. Donc effectivement, il se borne à dire on est vachement surveillé. Ouais, quand même, hein, Après ouais, non, mais c'est déjà un premier pas, tu vois, ça y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est ce que je veux dire par là, c'est que j'attends pas plus de leur part. Non, je suis d'accord avec ça, mais typiquement, ils sont jamais traités de terroristes quand même, tu vois. Moi, je repense quand même à Simon Bass quand il avait été créé chez DC, où limite quand il patrouillait en tant que Green Lantern, vu qu'il est basané, en fait les gens avaient peur de lui, ils disaient ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec tes nanos, tu vas faire des bombes, sale terroriste, tu vois. Après le truc c'est que c'était un peu lourd parce qu'au final il caractérisait Simon Bass que comme ça. Que par rapport, du coup lui il était juste en colère parce qu'effectivement tout le monde le prenait pour ça, mais par exemple là dans la série il y a personne qui fait d'allusion à ça, alors que il y a ce spectre là qui plane sur la communauté américaine musulmane, c'est-à-dire qu'ils te parlent, ils utilisent beaucoup le mot surveillance, et oui, en fait c'est totalement lié, totalement lié au préjugé que ce seraient tous des terroristes potentiels en gros. C'est le damage control au final, c'est sur la fin, la nana a quand même assez de préjugés pour effectivement dire ces gens-là ne devrait pas avoir de pouvoir. Voilà. Et mais elle s'en défend, ils lui écrivent toujours une réplique pour... Si par exemple, Cameron ressemblait à Peter Parker, je pense qu'elle aurait juste dit, allez, il faut voir, il faut bien gérer et tout ça. Ouais. Parce que quand tu compares le traitement de Peter Parker à celui de Cameron et Miss Marvel, ils s'en sortent avec un procès et tout ça, mais tu sens qu'ils étaient quand même un petit peu moins durs et qu'ils jouaient davantage au jeu du good cop, bad cop, comme avec Zoé. Tu vois la différence de traitement entre Zoé et Peter Parker et Cameron et Miss Marvel, c'est quand même assez criant, quoi. Ouais, c'est pas très gentil, mais il y a un degré dans les préjugés
qui est bien présent, c'est subtil, mais tu sens quand même un petit peu qu'il y a une différence, quoi. Oui, puis surtout, en plus, c'est un fil qui est répété tout au long de la série. Donc, c'est pas un truc où ils s'en sortent à un moment en disant le truc, genre même dans l'épisode final ou un truc comme ça. Non, dès l'épisode 1, plutôt le 2, l'épisode parce qu'ils apparaissent dans la page générique de l'épisode 1. Ils commencent à mettre ça en place et après, ils le lâchent plus trop de toute la série. Donc, quand même, c'est quand même pas mal martelé, quoi. Oh non, bien sûr. Après, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer, par exemple, dans cette série, la meuf raciste de Damage Control lâcher un genre, t'es vraiment une insulte raciste, tu vois. Parce que ça, c'est un terrain qui veulent pas, tu vois. Comment? C'est dans les bloopers, peut-être. Ouais, peut-être. Moi, je suis même pas sûr qu'ils oseraient les sortir. Mais enfin, tu vois, c'est une blague, hein. Je pense pas qu'ils aient sorti ça. Mais en gros, voilà, ça, je pense que malgré tout, il y a des codes qui se forcent tous à respecter, et dans ces trucs-là, ouais, c'est un peu un non-dit, tu vois, et qui va le rester. Après, ce qui est malgré tout plutôt cool, c'est que il y a un côté la parole aux concernés qui est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est que soit Nakia qui parle, que soit l'imam qui clairement n'arrête pas de troller la meuf raciste, quoi. C'est-à-dire, vraiment, il l'envoie chier de la manière la plus polie de la terre. Ouais. Mais c'est beaucoup de flegme. Ouais, voilà, c'est vraiment très petite punchline et tout. Enfin voilà. Et un peu de résignation aussi dedans. Ouais, après, ils ont beaucoup de lassitude. Il y a beaucoup de lassitude et de résignation. Et c'est peut-être ça aussi qui te fait comprendre qu'ils en ont marre. C'est ça. Ils peuvent pas le montrer parce que s'ils s'énervent, en fait, c'est vu comme de l'hostilité, de l'agressivité. Et ça, quand tu vois ce qui se passe avec Cameron, tu te dis que s'il était resté calme, peut-être que ça aurait eu un chemin, un chouïa différent. Hein. Mais du coup, tu sens quand même qu'il est en mode, écoutez, j'en ai vu d'autres. Oui. Allez, vous connaissez le chemin. Je veux pas visiter. Mais effectivement, après, mais je pense que ça fait aussi partie, alors non seulement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour moi c'est qu'ils ne veulent pas y aller, mais ça fait aussi partie du défaut, du côté très expédié, parce que malgré tout c'est une thématique méga sérieuse et méga forte, quoi, tu vois. Et donc en fait le côté très rapide du déroulement de l'intrigue fait que, par exemple, le finish où Cameron est genre il y a deux doigts vraiment d'exploser tout le monde et tout. On dirait quand même une version extrêmement pauvre de, comment il s'appelait, c'était Pyro dans X-Men 2, qui a en fait la même scène face à la police, qui finit par exploser une voiture de keuf et tout. Et c'est pareil, t'as une tension qui monte, qui est ultra pesante. Bon, c'est parce que Wolverine vient de se prendre une balle dans la tête, et que Pyro est déjà naturellement vénère, et puis t'as toute la famille de Bobby. Enfin, c'est l'équivalent d'extrême droite de... Ouais, c'est ça. Et en gros, bah, bah aussi t'as le fait que voilà, c'est Bryan Singer derrière la caméra, et c'est à la fois plus de talent et plus d'argent en fait. Et donc là, plus d'accusations d'agression sexuelle aussi, ouais. Mais on peut pas tout avoir, hein. Il faut séparer. mais effectivement là, vu que la menace a déjà été diminuée parce qu'il tombe dans des pièges pour gosses, donc en gros tu peux pas avoir cette intensité, quoi, pour moi. Et du coup c'est pour ça que quand je dis version pauvre, c'est aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que... Mais est-ce que ça c'est pas parce que c'est une tonalité générale en fait de teen series en fait, qui fait que la série ne cherche même pas initialement à aller là. Elle reste une série teenager, quoi, là. Oui, c'est vrai aussi. C'est même par rapport à ce qu'évoquait Océane avant, même sur le fait que t'as au final t'as même pas trop de dramaturgie quand tu vas aller à une époque où il se passe quand même des choses super graves, donc à celle de la partition, où par exemple tu parlais de la scène de la gare, enfin, et où c'est des familles entières qui sont déportées, quoi, en fait, en tout cas qui sont obligées de se barrer. Mais moi je t'avoue que j'ai pas ressenti en fait que c'était moi je pense qu'il y a un truc, c'est que je pense que de la scène de la gare, j'étais en mode en fait, vas-y, quoi. C'est-à-dire que je l'ai parce qu'en fait vas-y. Juste c'est vrai que moi je l'ai même formulé à ma femme, je me disais, on dit toujours, oui, ils ont dû, il y a tant de dizaines de milliers, tant de centaines de milliers de personnes qui ont dû se déplacer, et en fait, on y pense toujours comme quelque chose de très numéral. Voilà, il y a tant de personnes qui ont dû se déplacer, ok. Et là, de voir entre autres ce plan un peu de drone avec tous les trains et ces milliers et milliers de personnes entassées, etc.
vraiment, moi, à ce moment-là, je me suis pris le truc un peu en pleine gueule. Donc, non, vraiment, pour moi, à ce moment-là, toute la scène de la gare, pour moi, elle était assez... je trouve qu'elle joue son rôle vraiment, quoi. Bah, je pense que je suis un peu entre les deux parce t'es que littéralement entre nous deux, donc c'est vrai. Parce qu'en gros, je trouve qu'ils arrivent à être un peu touchants sur la première version de cette scène, et en fait quand ça reboot et que t'as Kamala qui est dans le passé, là pour moi en fait ça nique tout. C'est-à-dire parce qu'en fait là t'es uniquement de son point de vue à elle, qui cherche un truc ultra précis. Donc qui en fait a pas vraiment le temps de s'attarder, parce que vraiment là c'est dans le speed absolu. Et là pour moi ça casse un peu ce qu'ils avaient réussi à installer avant, en gros. Ouais, puis après j'avais même la gamine qui crie le nom, qui crie le nom de son père, j'y arrivais, je trouvais que c'était pas, désolé pour la petite, mais qu'elle le joue pas bien, quoi, que ça... T'aurais préféré qu'elle crie « Odor !» Non, mais même le père qui crie Sana, machin, à chaque fois, j'avais un vrai blocage d'immersion, parce que je trouvais que c'était vraiment pas bien retransmis, que j'avais pas, justement, l'impression de ressentir, la détresse que tu dois, par contre, ressentir quand t'es dans une gare avec, sur des rails avec des milliers de personnes et que tu perds ta gamine, quoi. Jamais vivre ça. Clairement, non, mais oui, donc clairement pas, mais je sais pas, pour le coup je trouvais pas, mais que du coup c'est pas le problème, mais disons que c'est parce que dans l'ensemble c'est une série teenage, que je me demande si c'était pas même, ils avaient dit que c'était la première série qui était PG au lieu de PG-13, en fait, pour vraiment marquer le fait que vraiment en fait ça s'adresse du coup vraiment aux enfants sans restriction d'âge. Je crois que PG c'est 10 ans, tu vois, mais du coup que c'est pas, il y a pas de, voilà. Et donc que dans ce cas-là, tu vas avoir des problèmes quand on est censé te parler d'événements graves, à vraiment ressentir la gravité de ces événements. Mais peut-être que ce sera plus impressionnant pour des personnes plus jeunes et tout ça. Après c'est vrai que, comme le disent aussi Océane, t'apprends des trucs. Moi je t'avoue que l'histoire du Pakistan je la connaissais pas du tout, vraiment. Moi, je la connaissais juste grâce à un épisode Doctor Who, mais voilà, ça s'arrête là. Comme la pop culture toujours nous apprend des trucs. Non, mais pour les Américains je pense que peut-être ça leur apprendra vraiment quelque chose aussi, j'ai vraiment vu plein de gens dire je savais pas du tout, ou alors je savais un peu d'où ça venait, mais je trouve qu'il y a une différence entre les livres d'histoire et le fait que c'est effectivement un truc très fictionnalisé dans la série. Mais je trouve que l'idée de la représentation des trains avec toutes les familles et tout, je trouve que l'idée quand même est assez forte pour te montrer qu'il y a quand même eu un truc assez grave qui s'est passé. Et moi vraiment la fin de l'épisode 4, quand elle y retourne dans le passé, j'étais en mode ah ouais, non, ça va être c'est un peu, je trouve que l'idée est très bonne, et qu'au contraire ça aurait peut-être mérité justement un peu plus de temps que juste cette scène sur le quai hyper rushée qui est là parce qu'ensuite elle doit revenir, et la transition entre les deux timelines est vraiment très mauvaise et aurait mérité un petit peu plus de temps et d'épisodes. Surtout que je m'attendais à ce qu'elle ait, moi je m'attendais à ce qu'elle ait quand même un ersatz de conversation en fait avec. Mais c'est super important parce que c'est au centre, c'est quand même un dialogue entre plusieurs générations, et tu dis c'est la moindre des choses, c'est qu'elle se. Et en fait, comme tu dis, c'est rushé, et là pour moi, il loupe une vraie occasion, quoi. Parce que ça aurait pu être quelque chose. Même d'ailleurs, outre le côté les pouvoirs qui se transmettent, mais même par rapport à sa mère, tu vois. Par rapport à sa mère et sa grand-mère d'ailleurs. Moi je m'attendais vraiment, parce que je me dis là c'est l'occasion parfaite, c'est-à-dire qu'elle va peut-être lui dire des trucs qu'elle seule sait, et que ensuite quand Kamala va le répéter à sa mère et sa grand-mère, je vais me dire mais attends, mais comment tu sais ça, machin, et que là t'as vraiment le truc de filiation parfait. Et c'est vrai que en fait non, il skip complètement ce truc, et du coup c'est pareil, ça enlève aussi à l'évolution de la mère, qui en fait t'as l'impression que la mère elle passe quand même devient assez rapidos complètement du côté de Kamala. Alors d'un côté ça fait plaisir pour elle, mais d'un autre côté tu dis ok, mais pourquoi elle est plus du tout inquiète tout d'un coup, pourquoi elle est beaucoup plus coulante, pourquoi elle lui fait quand même son costume de super-héroïne, tu vois, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre. Arnaud, est-ce que tu verrais pas une solution, genre rajouter des épisodes? Non, toujours pas, non. On va réussir. Et pourtant, j'avais j'avais apprécié, même si je trouvais que ça prenait son temps, mais toute la partie flashback sur l'histoire d'Aïcha, je trouvais que c'était plutôt. quand même dans l'exécution.
Rusher. Un peu Shang-Chi. l'intro de Shang-Chi où Ouais. t'as les deux qui se rencontrent Oui, et un qui peu. se font une Ah, bagarre ouais. au milieu de la nature un peu ennemie et qui finalement Bon, ils se bagarrent pas pour le coup, justement, ça. en même temps, le mec ça, qui ça se boite, drague. Ça se drague. Ça aurait été ignoble. C'est la morale Marvel Studios, ouais, tant que c'est un infirme, c'est bon, tu peux le savater et tout. Mais je trouve qu'il y a un petit truc entre les Oh, deux. ils se draguent dès le départ quand même. Hein. Non, Oui, puis mais enfin, les tu deux, sens il y a un truc qui passe par la drague, un petit peu le côté un peu enemies to lover, tu vois. Ouais, mais après, je sais pas, mais c'est pour ça que je me demandais si là, ça avait été tourné dans des décors naturels ou pas, parce que j'ai l'impression de voir des fonds verts, clairement, quand ils se parlent, mais après, il va dans le champ et t'as l'impression que c'est pour le coup une vraie plantation, donc c'était un peu particulier, mais j'apprécie un peu justement le changement d'ambiance et le fait que, bah, même quand ils voyagent à Karachi, quoi, de dire, tu voyages, en fait, et t'as l'impression que pour une fois, t'es dans une série Marvel Studios où les gens ont vu la lumière enfin la lumière réelle en fait, ouais, on a vu la lumière du jour ou de la nuit, quoi. Bah, après oui, c'est très rapidement on fait comprendre oui qu'elle a eu un gamin et puis paf, on va directement t'as machine là des clandestins qui débarquent et qui voilà. Il dit allez, t'as une mission à finir, meuf. Effectivement, oui, c'est vrai que elle, celle, je veux dire, la boss des clandestins, la mère de Cameron. C'est ça, ouais. Du coup, j'ai plus son blaze. Faut que je retrouve parlant. Mais elle, je pense, c'est elle qui souffle le plus Namja du côté, non, c'est pas Namja, du côté Rush, quoi. Ah oui, parce que complètement. elle, vraiment. Mais surtout qu'elle a des motivations qui sont certes censées la faire passer du côté ennemi, mais il y a quand même un fond que je peux comprendre. Genre, elle va juste retourner chez elle, en fait. Bien sûr, tout le monde veut retourner et le problème, chez soi. c'est que son retournement de situation à la fin aussi, quand elle se rend compte que elle a trop abandonné Cameron, etc., tout ça. Pareil, là, je suis obligé de le comprendre intellectuellement, je le ressens pas. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, oui, c'est t'as très l'impression rushé à la fin, elle est en mode, ah, mais au fait, j'ai un fils! Oui, c'est ça. Tiens, ça on fait dirait très, Don't Look Up où à la fin, Meryl Streep se rend compte qu'en fait, elle a oublié son fils, tu vois. C'est très ping-pong entre le bien et le mal, mais de manière caricaturale, quoi. Et c'est tout con, mais si elle avait articulé un petit peu ce qu'elle allait faire pour refermer la faille, ça aurait été aussi mieux. Genre, la faille, on va pas pouvoir la refermer, il y a trop d'énergie. Cette énergie, bah, je vais la donner à Cameron pour l'aider aussi à affronter ce qui l'attend. Parce que sa mort est pas émouvante du tout. Non, elle est déjà moche. Elle est moche et en plus, bah, t'es là en mode d'un moment à l'autre, bim. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle soit pas dans le final parce que je m'attendais vraiment à ce que l'affrontement ce soit vraiment un truc avec une faille qui s'ouvre et tout ça. Ouais, et je craignais un petit peu ça parce que je pense que ça aurait été extrêmement moche. Et mais je trouve que la compensation, c'est que sa mort est hyper rushée, quoi. Ouais. Et c'est vraiment con parce qu'il y a tous les éléments là et il y a juste un petit il manquait un petit peu de mise en place d'un payoff, ouais. Et après, vas-y, tu vas fermer ta gueule, hein, Force, quand même, hein. Mais je t'emmerde. Juste pour conclure sur le côté représentation de l'islam, je trouve qu'en fait, mais ça c'est on en revient à ce que je disais au tout début, je crois, c'est qu'en fait ça en dit beaucoup plus long sur les détracteurs juste à partir de cet élément-là. Ouais. Parce que c'est vrai que il y a eu quand même, je crois, des articles entiers sur ouais, mais est-ce que c'est bien de faire d'utiliser la religion comme un argument marketing et tout, et du coup t'as ouais, mais c'est ça. Enfin, les mecs après à chaque fois les mecs se sont fait terminer sur leurs commentaires ou leurs réseaux sociaux parce que t'as tout le monde qui disait mais enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est un truc qui a toujours existé. Enfin, oui, puis parler de la religion des super-héros, encore une fois, Daredevil. C'est ça, il y en a plein, il y en a vraiment plein. L'esthétique catholique, elle est utilisée littéralement dans un plan sur deux ou dans un comic sur deux. Donc. Alors après, je suis d'accord que du côté en tout cas MCU, les comics, je sais pas si c'était motivé vraiment par ça. Oui, il y a toujours t'auras toujours un côté opportuniste quand ils se saisissent de questions comme ça. Mais par contre, tous ceux qui ont sorti cet argument en mode vraiment, bon là, limite, on va boycotter cette série parce qu'on n'accepte pas l'idée que vous appuyez sur l'islam et tout. Tu dis oui, mais pourquoi spécifiquement ça? Et du coup, tous les autres, c'était pas des trucs qui avaient l'air de vous gêner plus que ça et tout. Dire les posters de Daredevil avec les croix apparentes partout. Magneto et les camps de la mort. Et dans les comics, la chose est juif. Diablo a été prêt. Voilà. Et on peut faire tout le listing de tous les personnages avec les différentes religions. Et on en a encore pour 3 heures. L'hypocrisie est totale, oui.
moi c'était juste ça parce que je pensais pas que ça partirait si loin. Je pensais qu'au max il y aurait juste des mec, en gros des détracteurs, non mais des détracteurs classiques, tu vois. Genre Alors, juste, 90 députés RN, tu pensais pas que ça irait si loin sur des questions? non, pas dans ce sens-là, mais je veux dire en gros que ça irait pas spécialement. C'est-à-dire que là il y a eu des articles sérieux entre guillemets qui se sont sérieusement posé la question. Ah mais Enfin tu vois. non mais alors les gars, déjà juste enfin tu vas sur Google et tu sauras direct que l'angle est déjà mauvais. Alors en 2014 et du coup en 2015 quand le comics est arrivé en France, on a eu la blinde d'articles aussi là-dessus sur oh là là mon Dieu une héroïne musulmane, oh qu'est-ce que ça veut dire sur le monde qui nous entoure, machin, etc. Voilà, c'est non moi du coup non, j'étais pas surpris. Ce qui est juste triste, c'est que 7 ans plus tard les règles n'ont pas disparu non plus, tu vois. Donc ouais. Après juste j'ai l'impression que elle a pas l'air d'en avoir trop souffert, qu'elle a été un peu préservée justement des réseaux sociaux, ou alors c'est juste qu'elle est bonne humeur tout le temps. Franchement j'en sais rien. En tout cas c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des critiques sur l'existence de la série. J'ai pas vu de campagne de harcèlement contre elle. Tu vois, ouais. Oui, c'était peut-être un peu moins intense que contre même paradoxalement que contre Brie Larson. Ouais, tu vois, j'y pensais et en fait paradoxalement Iman Vellani, j'ai l'impression qu'elle s'en est mieux sortie que Brie. Attends le film The Marvels. Non mais ouais, après, c'est voilà. peut-être c'est peut-être parce qu'il y a moins d'exposition aussi. Il y a moins d'exposition, Bah c'est-à-dire que surtout bah même America Chavez, l'actrice, elle s'est fait harceler, hein. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait, le film, il est pas sorti dans certains pays parce que t'avais la scène de ses deux mamans, tout ça. La scène de ses deux mamans et même son petit Pins. Ah oui. Et du coup, elle s'en est pris plein la gueule sur les réseaux sociaux, hein. D'accord, ok. Oui, donc en plus, c'est vraiment des mecs qui fonctionnent à vue, quoi. C'est-à-dire, en fait, vu que... Pavlov, quoi. Je suis presque contente que pour eux, la télévision ne semble pas exister, tu vois. Genre, continuez comme ça à pas regarder, hein, c'est pas grave. Parce que, parce que elle, en fait, c'est vrai que dans ses interviews, en gros, ça se résume à je suis ultra fan du MCU, concrètement. Ouais. Là où je pense que ce qui a dû vraiment les terrifier Brie Larson, c'était on a fait un film féministe et tout, et là tu sens que c'est le trigger absolu. Et puis en plus elle disait que parmi même les critiques du film, t'avais trop de mecs blancs et tout ça. Oui, et qui du coup ils avaient modifié le propos en disant Brie Larson elle a dit que si on était un mec blanc, et ben c'était pas des films pour nous. Ah, je me demandais quand est-ce que tu ferais la voix. Ce qui est drôle, c'est que l'histoire a donné raison à Brie Larson puisque tu voyais une photo de la projection de presse de Captain Marvel et tu vois que c'était que des mecs blancs. Non, du coup, j'étais là en mode est-ce que ça vous... Faut dire les termes justement, puisqu'on parle de Brie Larson, et bien c'est le moment de faire la transition tout trouver sur le fait que je l'ai vu à Disneyland Paris il y a 2 semaines. Non, avec Iman Vellani aussi. Avec Iman Vellani, effectivement, qui était littéralement là où tu te tiens, Splinter. On est en train, je regardais le store machin, et puis du coup je tourne la tête et je vois une nana qui est en train de mettre plein de trucs. Elle était pas chez toi dans ce fauteuil? Non, pas dans ce non. Ça aurait été vraiment chelou. Là, ce serait ce serait. Donc voilà, je l'ai séquestré. Il est actuellement là-bas. On a une guest et du coup je dis mais je connais cette nana et tout, et puis en fait je fais putain c'est Iman Vellani, et puis avant même que je puisse lui dire juste salut, il y avait déjà son staff qui me disait de reculer très très loin. Donc plaqué au sol. Ouais, c'est ça. Oui, peut-être pour ça en fait, ils appelaient les flics et tout. Mais c'était pas ça, non, je voulais aborder le fait que forcément c'est le caméo de fin, puisque en fait Brie Larson elle est abonnée au caméo de fin de film et de série depuis quelque temps. Cette phase pas mal. Quand même beaucoup, hein, et à chaque fois elle change un peu de costume, elle change un peu de coupe de cheveux, voilà. Donc mais sont les cheveux courts, bordel. Mais là a priori elle aura ce costume et cette coupe de cheveux parce que la scène est tournée par Nia DaCosta, du coup, la réalisatrice de The Marvels. Ah, je savais pas. Très bien. Oh. Et du coup, enfin, moi j'ai pas trop suivi non plus ce que ça nous apprenait. Du coup le bracelet, maintenant on peut dire clairement que c'est une méga bande, comme une méga bande, c'est les bracelets que ont Captain Marvel le mec dans les comics, et que il utilise pour échanger de place avec Rick Jones, qui est du coup dans la zone négative, voilà, et du coup il frappe les bracelets et ils échangent de place, et c'est les négabandes du coup de Captain Marvel, et donc on retrouve ça. Ok. Mais c'est vrai que je trouve y a pas de spéculation possible. Je trouve que la scène est quand même assez mal. Mais il y en a qui ont. C'est très plaqué aussi, quoi. Oui. Mais il y en a qui ont cru. Il y en a en fait qui ont cru que c'était ses pouvoirs de métamorphe en fait, de morphing, qui c'était. Bah non, parce que sinon elle aurait pas paniqué en voyant sa propre chambre, et genre on voit Carole en train de flipper parce qu'elle voit sa tête sur des posters, et tu dis non. Parce qu'elle a cru qu'elle était chez moi en fait, c'est pour ça. Putain, c'est fou. Mais tu vois, je trouve que la scène est aussi confuse que celle de la fin de Shang-Chi, où tu la voyais déjà en train de se poser une question sur une technologie.
Ouais. Et à ce jour, on pensait que c'était Eternals, parce que je me souviens quand on en avait discuté, on pensait que ce serait Eternals. Ça semble pas être ça. Du coup, je m'étais dit, est-ce que ce serait peut-être pas la technologie, justement, de Fin Fang Foom. Ouais, et en fait, on sait pas. Toujours Ouais, c'est pas. ça. Sachant Pour que t'as quand l'instant- même Captain Marvel, donc je me dis, il y a peut-être un indice. Canoniquement, Fin Fang Foom, c'est le tatouage Oui. du torse du Ouais. vrai mandarin de Iron Man, enfin, Ouais. de Guy Pearce dans Iron Man 3, ça Ouais. veut dire. Mais du coup, on se Ouais, posait, mais il y a quand même deux Oui, donc scènes c'est où clairement, t'as... ouais, vous avez vu les comics, c'est un clin d'œil pour vous, mais voilà, tout le monde s'en Mais fout. t'as le quand même mec. deux scènes où Captain Marvel, elle sait pas trop, et je me dis, en fait, peut-être que Shang-Chi, en fait, connecté avec The Marvels. Oh non. Non, j'y crois pas. Non. Bah attends, il y a quand même deux fois Carol dans des scènes post-gen, donc ok, elle est très pote avec le réal de Shang-Chi, mais... Je pense que c'est tout. Hein. Faut pas. Bah ouais, mais bon, on sait pas. oui, Ça on sait faisait pas. affaire On un sait an, pas. on sait pas. Moi j'ai tu une vois. question juste parce que je l'ai pas, la Sénéga Band là, Sénéga Bracelet. C'est N-Word Band. Hein? Non, c'est une blague. Je l'ai pas dit comme ça. Je l'ai pas dit comme ça. Putain, t'es con. Et non, mais je veux dire, c'est de la technologie CRI du coup, ça. Enfin, c'est quoi? Je ne m'en rappelle plus, mais je pense que oui. C'est un truc comme ça alors. C'est ça ou Apple. Ils ont fait. C'est Tesla, en Au moment. Ouais. Que ça. D'après, j'aurais trouvé ça plus marrant si c'était Shazam qui apparaissait, tu vois. Ouais, bah forcément, mais C'est parce que pour le mec qui comprend vraiment pas du tout ce qu'il fout là, surtout qu'il s'appelle Captain Marvel à la base. C'est Donc, ça, c'est ça. ça aurait fait vraiment. la blague repose uniquement là-dessus. Là-dessus, ok, très bien. Mais ouais, non, bah, c'est très plaqué, c'est pour avoir le carton. Ils reviendront tous dans The Marvel. et puis, Ouais, voilà, parce que Très bien, ça veut dire que si c'est un c'est truc de... vraiment le rôle d'une scène post-gen. Ouais, voilà. Après, s'ils doivent intervertir de pas, c'est-à-dire qu'elles auront jamais de scène ensemble alors. Pas forcément, parce que Il y aura forcément des scènes ensemble. En plus, alors The Marvels au pluriel. Ouais. voilà. Et la manière dont ça fonctionne dans les comics, qui sera peut-être pas du tout celle-là, mais c'est qu'ils peuvent quand même après communiquer, par exemple Rick Jones et Captain Marvel via les bracelets, quoi. Il y a ce côté-là. Donc il peut avoir quand même des manières de faire ça. Et puis il faut voir aussi comment Monica Rambeau va Oui, j'y pensais, s'intégrer à tout ça, ouais. quoi. Donc voilà. Donc Que je capte bien The Marvels, donc outre Miss Marvel et Captain Marvel et Monica Rambeau, il y a qui, America Chavez aussi ou pas du tout? non, je crois pas. Non. Ah, d'accord, On c'est ces parle trois-là. pas de ça. D'accord, ok. C'est ces Ok. trois-là C'est ces en trois-là, priorité, et puis après il y aura peut-être des apparitions d'autres personnages, mais C'est vrai qu'on sait pas- je pense qu'on ce aura sera peut-être déjà plus de bien. réponses Attends, il y ce soir. aura déjà Heure trois. Amérique, enfin, Oui. il y aura peut-être plus de réponses. au Peut-être qu'il y a eu Comic-Con, des hein. réponses le temps que tu Bah ouais. publies le podcast. Faudrait podcast. que tu édites. C'est vrai, mais je veux dire, il y aura déjà 3 héroïnes. Ça va, hein, il y en a déjà. Et attention, quand il y en a plus que 3, c'est là que ça va Ouais, plus. c'est- ouais, Attention, alors exactement. on 3 dont connaît, 2 hein. racisés. Hein. Ouais, Voilà, c'est ça ça. va. Ouais. Ça fait trop là. Si on pouvait nous battre quelques White House un peu en plus, quand même. ça- Mais en plus, il y a pas. Alors, je suis désolée de dire ça, mais je Pardon. trouve qu'il n'y a pas beaucoup de White House parce que la méchante est jouée par la fiancée de Tom Hiddleston, d'ailleurs. Je trouve ça plutôt mignon. C'est Zoe Ashton, une Oui. actrice qui est métisse. Et tu as un acteur coréen, je crois, qui va jouer aussi dedans. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que ça va être. Bah, on s'est fait peut-être, grand remplacer le MCU, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? Et ça, on n'aurait quand même pas un petit Jude Law qui revient se faire un caméo pour se refaire Mais il botter est mort, le cul. Non, elle s'est fait botter Ouais, le cul. Ah oui, le c'est renvoi beauté dans cul, oui, le c'est vrai. vaisseau, c'est vrai que c'était C'était- catastrophique comme Moi, sortie de film. Mais moi, Ouais, j'avais je pensais qu'il adoré. était Moi, mort, j'avais ouais. adoré le côté. Allez, maintenant c'est bon. Les Tu jours. rentres chez toi. Allez, Non, mais c'est vrai. Bon, en tout va cas, ranger ta chambre. Il y aura pas Minerva, hein, ça c'est Ouais. sûr. Oui, effectivement, très bien. Ok, très bien. Bah écoutez, de toute façon, on reverra donc Iman Vellani dans The Marvels et bah, Et peut-être dans Miss avant, Marvel c'est- saison 2. ça tu n'a pas penses été annoncé. Non, mais moi j'y crois. Ah oui, non, mais toi tu Quoi? bah non, toi tu fabules toi. Moi je fabule, Toi, mais j'y tu- crois. toi, Tu fais le- Oui, mais croire c'est bien et on a parlé de fois avant, mais c'est pas une raison pour croire en n'importe quoi non plus, Aurélien. Je crois Franchement, plus moi, j'y en une crois pas du saison tout, 2 hein. de Miss Marvel que de beaucoup d'autres shows. Ah ouais, bah On y je sais croit. pas parce que après ça ouais, je sais pas, je la vois pas du tout, mais pourquoi pas, Je me demande peut-être si- que l'avenir me donnera tort effectivement, donc voilà. Bah non. Non, mais du coup ça va non, parce que l'avenir me donnera peut-être Miss Marvel effectivement. Oui, non, t'as sûrement oui, t'as peut-être raison. Du coup, Bah, bah moi j'espère en tout cas. dans Parce The que Marvels. je trouve qu'elle se prête bien aussi un petit peu à l'exercice sériel et je trouve Bah, que c'est une teenage voilà. série, oui, c'est sûr. Bah, Donc, Et je trouve que non mais de je trouve que ça retrouver le casting en fait. je trouve que ça fonctionne bien et quand on voit que par exemple l'une de leurs autres séries bon animées en tout cas ça va être Spider-Man Freshman Year, c'est vraiment le côté très teenage qui à mon sens va le mieux fonctionner sur Disney+. Quoi. vu que la CW est en difficulté, il y a un créneau à prendre pour les teenage series. Très non, très non, bon. À part juste, Superman et Lois qui est très bien. Ça me fait Oui, penser, ça me fait penser qu'en fait, pareil niveau visuel,
Ce qui aurait été cool. Non, mais en gros. C'est d'avoir plus d'épisodes. Oui, j'ai compris. Non. Mais en fait, c'est vrai, c'est bien. Non, moi, t'as retenu la leçon. Notre type, moi, c'est plus sur le côté imaginatif, qu'on a sur les 2 premiers qui disparaît après. C'est que, c'est juste, ça m'a fait penser, c'est qu'en fait, c'est aussi un truc qui lui irait bien à ce personnage. C'est un peu le côté complètement fou des visuels de Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce que en fait c'est ça en version animée, et évidemment beaucoup mieux, parce que ils ont tout donné quoi pour celui-là. Mais tu vois, même les trucs qui pop à l'écran, les bouts la de manière texte, de jouer les textos et tout ça. C'est ça, s'amuser avec la narration et la faire apparaître visuellement. Et en fait, ça, j'espère que si Miss Marvel est appelée à revenir, alors dans The Marvel, je les vois mal. Ça aurait pas sa place, ouais. Puis même la réal, c'est pas vraiment son école, tu vois, de faire ça et tout. Mais si jamais il y a effectivement une suite en série, ce serait cool que là, il lâche un peu les ballons sur venez vraiment, maintenant on s'amuse avec cette meuf et ses pouvoirs, et visuellement surtout notre que ça a été narration, apprécié, quoi. tu vois, que Bah, c'était apprécié, ce petit piquant, et je me dis Bah alors après, il y a un truc qui va à l'encontre un peu de ce que je dis niveau espoir, c'est que du coup les 2 réals et showrunners de la série ont quand même dit ce truc très déprimant, même s'ils le disaient avec beaucoup de bonne humeur, ce qui disait qu'en fait ils avaient eu plein d'idées, notamment en termes de visuel, mais qu'en fait Feige des fois leur disait ça vous pouvez pas le faire parce qu'on le fera peut-être un jour dans un film. Et en fait c'est quand même une façon extrêmement frustrante de bosser, je trouve. Ouais. Parce que en plus c'est vraiment le peut-être, tu vois, c'est pas donc il y avait ça, et je crois qu'aussi niveau background du perso et narration, il y a aussi pas mal de trucs où eux ne s'en plaignaient pas quand ils le racontaient, mais ils ont dit qu'en fait ils ont quand même été un peu bloqués sur certaines propositions, quoi, tu vois. Mais justement, peut-être qu'avec une saison 2 ils auraient plus de liberté une fois que The Marvel sera passé. Je pense que ça c'était peut-être justement, on le fera peut-être dans un film, pas n'importe lequel, dans The Marvels, et du coup justement se garder la porte ouverte parce que les enjeux en plus sont pas les mêmes, etc. Et sur une saison 2, ils auront peut-être un peu plus lâché la bride. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter des trucs juste pour te ralentir, parce que je sens que t'as envie de conclure depuis 10 minutes, Arnaud. Mais donc, vas-y, tu voulais conclure? Non, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Très bien. Non, mais de toute façon, je vais reprendre l'outro, la conclusion. Donc, je disais où on va la revoir dans The Marvels, puis donc potentiellement, si vous le voulez, dans une seconde saison, peut-être qu'il y en aura une, et peut-être du Young Avengers aussi. Continue Océane, c'est bien. Avec plaisir. Mais c'est pas une partie de leur plan, ça, de réunir tous les jeunes. Si, à l'évidence, ils introduisent plein de persos jeunes. Il n'y a pas non plus 10 000 options de faisables, quoi. Donc, oui, je suppose. Encore autre chose? Non, une autre supposition? Non. T'es sûr? Tu me dis, non, mais vous me dites, hein, moi, ça va. En vrai, moi, j'ai le temps, hein, tu sais. Non, à part que c'est marrant, ils sont que des jeunes meufs dans l'équipe des teenagers. Moi, je rajouterais Joaquin Torres et Spider-Man. Ouais, mais il commence à être vieux. Enfin, il commence à être vieux, ce Peter Parker. Il est à la fac, ça va, attends. Alors, ils ont pas encore l'âge approprié, mais multivers, tout ça, patin couffin. Tu peux, les jumeaux de Wanda, si tu les fais revenir, plus vieux et tout ça, c'est du coup, je les vois vraiment pas évoluer, ceux-là, par contre. Tu penses qu'ils vont se séparer de la possibilité d'avoir Wiccan et Speed, alors que, les deux, ils sont quand même assez, alors qu'en plus, après, t'auras Hulkling, Wiccan, tu penses qu'ils vont se couper complètement de ça, alors qu'ils sont servis sur un plateau, tu les fais revenir plus âgés, hop là. Je trouve que Marvel Studios, c'est des gens qui arrivent quand même à avoir des très beaux plateaux et à les foutre par terre, tu vois, des fois. Parfois, mais là, pour le coup, vu que la ligne Young Avengers est tracée quand même de manière extrêmement claire, pour moi, on les aura vieux ados. L'avenir sera jeune, on aura 60 ans quand on parlera de ce film, très certainement. Okay, en tout cas, merci Yérim, Aurélien et Océane d'avoir été présents dans ce podcast pour parler de Miss Marvel. On espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher des petits commentaires pour dire oui, l'émission elle m'a plu, j'ai adoré, surtout Arnaud, il était trop bien et en plus il a trop raison, il n'y avait pas besoin de plus d'épisodes. Et donc ça, vous pouvez le mettre sur notre site internet. Ou sinon, vous pouvez simplement partager ce podcast pour faire découvrir le podcast au plus grand nombre et pour qu'on puisse continuer de prêcher la bonne parole de la pop culture. Et en tout cas, en attendant, on vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à la prochaine pour le prochain podcast. Salut! Salut!